Les fruits charnus et sucrés étaient beaucoup plus répandus dans l'environnement sauvage ou naturel durant la préhistoire, et même avant, qu'ils ne le sont aujourd'hui. Cette affirmation peut vous surprendre, et je vais tâcher dans cette vidéo de vous apporter des arguments pour la soutenir ou pour la démontrer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler en fait de la place des glucides dans l'alimentation de nos ancêtres lointains. Donc on va porter un regard évolutionniste là-dessus. Donc pourquoi j'aborde ce sujet? Parce qu'il y a débat là-dessus. On entend beaucoup d'arguments de type évolutionniste en faveur de ce qu'on appellerait un low carb, donc une alimentation très pauvre en glucides, voire en faveur d'un cétogène, c'est-à-dire d'une alimentation qui contient quasiment aucun glucide. Donc l'objectif dans cette vidéo, c'est de porter un regard pragmatique sur tout ça, d'aller confronter cet argument, en essayant de laisser les dogmes et les biais de confirmation qu'on peut avoir de côté. Ce qui n'est pas chose facile, et j'admets volontiers que moi-même j'ai des biais de confirmation et certains dogmes derrière ma pensée et ma vidéo. Mais je vais faire en sorte d'amener le plus d'informations possible pour vous permettre d'avoir des données et par la suite de vous faire votre propre avis. Pour ceux qui veulent uniquement les conclusions, allez à la fin de la vidéo où je vais résumer en fait ma position là-dessus. Alors pourquoi c'est important d'aborder ce sujet? Eh bien parce que c'est une sorte d'argument magique dans le camp que je définirais comme anti-glucide ou anti-glucide alimentaire. Euh, Peu importe ce que peut démontrer la recherche scientifique moderne, ou peu importe que les populations primitives qui vivent encore aujourd'hui ou qui vivaient il y a peu suivent des diètes avec des glucides, on nous dit que vu que nos ancêtres lointains, durant la préhistoire, ils consommaient pas ou très peu de glucides parce que ça leur était impossible d'accès, eh bien nous sommes faits finalement pour suivre une diète low carb, voire cétogène, c'est-à-dire avec quasiment aucun glucide. Et si la recherche moderne indique autre chose, c'est qu'elle se trompe, hein, c'est vraiment l'argument magique. Et on peut prendre par exemple le docteur australien Anthony Chaffee, que moi j'ai beaucoup écouté durant ma phase cétogène, cétocarnivore, qui est justement un des défenseurs de ce type de diète, une diète carnivore stricte avec quasiment aucun glucide alimentaire, et qui a pour narrative, comme c'est en vogue dans ce milieu, de dire que les glucides alimentaires sont néfastes, sont carrément un poison finalement, et que moins on en a dans la diète, mieux c'est, parce que, ben, vous savez, ça fait des pics de glycémie, ça engendre une sécrétion d'insuline, et tout ça, ça serait pas bien. Eh bien, Anthony Chaffee, il utilise très souvent cet argument magique quand on lui dit qu'une diète sans glucides, elle impacte négativement tel ou tel marqueur. Il va nous dire que si ce marqueur, il est à ce niveau-là chez quelqu'un qui suit une diète cétogène, même si ça ne correspond pas à la norme de santé actuelle, eh bien peu importe, car au fond, comme cette personne suit ce qu'il appellera la diète spécifique de l'être humain, c'est-à-dire une diète avec aucun glucide, une diète carnivore pure, si cette diète produit ce résultat, c'est que ce résultat est optimal, même si c'est pas celui qu'on est censé attendre d'une diète optimale, justement. Donc vous voyez un petit peu le problème. On est face à ce qu'on appelle un argument circulaire, hein, qui s'auto-prouve en fait, qui se valide lui-même plutôt. C'est pratique parce que ça permet d'avoir réponse à tout, hein, ou en tout cas de donner l'impression qu'on n'a jamais tort, parce que peu importe le résultat que va produire cette diète, c'est le résultat qu'on est censé avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est la diète adaptée à l'être humain, et si vous n'êtes pas bien avec cette diète, c'est qu'une question de temps, hein, 6 mois, une année, 2 ans, 4 ans, etc. Ça me dérangeait un petit peu cet argument, et j'ai voulu en fait approfondir le sujet. Et évidemment, dans cette vidéo, on va aborder des aspects évolutionnistes, liés à la consommation ou non, ou à la présence ou non de glucides dans l'environnement de nos ancêtres. Mais le but, vous devez bien comprendre que c'est pas de déterminer dans cette vidéo si consommer des glucides c'est bénéfique ou néfaste. Ça, ce serait le sujet d'un autre podcast. Si nos ancêtres le faisaient, c'est-à-dire que s'ils consommaient des glucides, ça ne veut pas forcément dire que c'est optimal, et l'inverse c'est aussi vrai. S'ils n'en consommaient pas, ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais d'en consommer. Même si évidemment, ça peut appuyer des arguments en faveur de l'un ou de l'autre. Et évidemment, dans tout ça, il faut prendre du recul parce qu'on est issu finalement de milliards d'années d'évolution des êtres vivants sur notre planète. Pas uniquement des derniers 300 000 ans pour Homo sapiens, pas uniquement des derniers 3 millions d'années pour notre lignée des hominidés, ou même des 10 millions d'années environ depuis la séparation d'avec nos cousins primates, grands singes. Donc l'objectif dans cette vidéo, c'est de porter un regard sur l'argument, qui consiste à dire que les glucides étaient extrêmement rares dans l'environnement de nos ancêtres, et que notre organisme est donc adapté à une alimentation cétogène
ou low carb? On va essayer de répondre à la première partie de cette affirmation, et des affirmations que je vais vous proposer juste après. Pour la seconde partie de l'affirmation, à savoir est-ce que notre organisme il est adapté à une alimentation low carb ou cétogène, c'est quelque chose qu'on doit aborder dans un autre podcast, comme je l'ai dit avant. Et à mon avis, pour vous faire la chose courte, il y a des variations individuelles par rapport à ça. J'ai discuté avec des gens chez qui une diète cétogène ou carnivore pur fonctionne très bien, mais d'un autre côté, j'ai régulièrement des clients qui sortent de ce type de diète, et chez qui ça n'a pas du tout fonctionné. Et c'est pas des gens qui ont fait ça en mode freestyle, comme on a tendance à le dire dans ce milieu-là, c'est des gens qui ont été suivis par des personnes qui sont très au point dans ce domaine. Je ne vais pas lancer de nom comme ça, c'est pas l'idée d'attaquer qui que ce soit, mais il y a des gens qui ont suivi des diètes comme ça de manière stricte pendant 2 ans et demi, 3 ans, et chez qui ça n'a pas fonctionné. Donc il y a visiblement des facteurs individuels qu'on ne comprend pas encore, et je pense qu'il faut avoir un regard nuancé et pragmatique, parce que visiblement, pour l'être humain, il n'y a pas une solution passe-partout. Et c'est aussi un argument qu'on entend souvent dans les milieux carnivores, c'est de dire il n'y a qu'une seule alimentation qui est adaptée à l'être humain, elle convient à tout le monde, regardez les vaches, elles broutent toutes de l'herbe, les lions ils mangent tous de la viande, il n'y a pas deux alimentations différentes pour des lions ou des vaches. Le problème avec cet argument, c'est que l'être humain, c'est un animal très particulier. On est le seul animal à avoir conquis la totalité des terres émergées ou presque de ce globe, à vivre dans des conditions climatiques et écologiques radicalement différentes, à avoir en plus de ça un aspect culturel qui peut influencer nos choix alimentaires sur des milliers d'années. Donc l'être humain, il est très particulier. On a une très grande variété au sein de l'humanité. Là où les lions, je ne sais pas combien ils sont sur Terre, ils sont quelques milliers, ils vivent quasiment tous dans le même écosystème. On ne peut pas se comparer, nous, êtres humains, qui avons une évolution aussi diversifiée, à d'autres espèces de ce type-là. Enfin, en tout cas, c'est l'avis que j'ai. Donc pour moi, c'est pas un argument de dire si ça convient à quelqu'un, ça peut convenir à tout le monde. Quelles sont les autres affirmations qu'on entend souvent, qui sont de ce type-là, et qu'on va un petit peu vérifier aujourd'hui dans cette vidéo? La première, c'est qu'on dit que les fruits anciens, ou les fruits du paléolithique, ils étaient plus acides, ou alors on va dire qu'ils étaient plus petits, ou plus amers, ou plus fibreux, ou moins sucrés, qui contenaient moins de fructose que les fruits modernes. La deuxième affirmation qu'on entend, c'est qu'on nous dit qu'on a favorisé la production de fruits sucrés par une sélection artificielle, que ça n'est pas naturel, et que ça nous pose aujourd'hui problème. La troisième affirmation qu'on entend, c'est que on nous dit que quand on se promène dans nos forêts, en Occident ou même dans des milieux différents, on ne trouve presque jamais de fruits. Il n'y a vraiment pas du tout de quoi se nourrir. De temps en temps, on va trouver une baie ou quelque chose comme ça, mais c'est insignifiant. La quatrième affirmation, c'est de dire « je suis allé me promener dans une forêt équatoriale et j'avais de la peine à me nourrir de fruits ». Et c'est des arguments qu'on peut entendre chez d'anciens frugivores ou fruitariens, plutôt, donc de gens qui ont voulu bâtir une alimentation qui s'appuie uniquement sur les fruits. On va revenir sur tout ça. On entend aussi dire que le miel, il est, ou qu'il était extrêmement rare dans un milieu sauvage, et que sans l'apiculture, sa consommation, elle serait insignifiante. Et finalement, on a un autre argument qui nous dit que la concurrence avec d'autres espèces qui consomment ce type d'aliments, des fruits ou du miel, elle rendait quasiment impossible l'acquisition significative de ce type d'aliments, parce que finalement, ils étaient plus efficaces que nous, et que nous, on n'y avait pas accès. Donc avant qu'on saute dans le vif du sujet, il faut comprendre, quand on parle de glucides, qu'on doit tenir compte de l'époque et du lieu duquel on parle. Parce que dans le milieu cétogène ou carnivore, on nous vend très volontiers, ou on romantise très volontiers la préhistoire, en la résumant en fait à ce que j'appellerais l'homme sur la banquise. C'est-à-dire que l'être humain vivait dans une région quasiment arctique, semi-polaire, voire polaire, et qui survivait en suçant des glaçons et en chassant des mammouths. Et comme on a vu dans les podcasts précédents, que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse, parce que je ne veux pas réapprofondir tout ça, quand on regarde l'évolution de notre lignée durant la préhistoire, on se rend compte que cette image-là, non pas qu'elle ait jamais existé, mais sa proportion, elle est très petite, et finalement elle est quasiment insignifiante à l'échelle de l'humanité. C'est-à-dire que non seulement elle ne concerne même pas tous les êtres humains, elle va concerner principalement les Européens, un petit peu les Asiatiques, mais même nous, elle nous concerne que sur une toute petite partie de notre évolution. Et finalement, si on porte un regard non biaisé là-dessus, on assiste à, si on simplifie, à 3 situations durant l'évolution de notre lignée des hommes. On a le cas majoritaire, qui est le cas, je dirais, équatorial, plutôt chaud, et qui concerne, comme je dis, la majorité de notre évolution. Durant la majorité de l'évolution d'Homo sapiens et de nos ancêtres, on se trouvait proche
de l'équateur, dans un climat qui était chaud. Et même pendant les ères glaciaires, il y avait évidemment une baisse des températures proches de l'équateur, mais elle était minime sur l'équateur. C'est ce que montre en fait la recherche là-dessus. Référez-vous aux anciens podcasts, aux deux podcasts précédents, pour avoir des informations là-dessus. Le deuxième cas, c'est la vie de nos ancêtres dans des zones qui sont un petit peu plus éloignées de l'équateur, mais qui sont tout de même tempérées et relativement chaudes. À savoir que, logiquement, nos ancêtres, ils entreprenaient des migrations. Quand il y avait des changements climatiques radicaux, une grande partie des gens pouvaient décider de partir en direction de territoires qui étaient plus propices. Ils n'avaient pas Internet pour le savoir, mais ils arpentaient de grands territoires. Et ils pouvaient bien se rendre compte que derrière telle ou telle chaîne de montagnes, le climat était un peu plus clément. Et ils pouvaient prendre la décision de partir, et sur des milliers d'années, ils pouvaient comme ça se déplacer. Et évidemment, ça ne veut pas dire que tout le monde le faisait, c'est comme si aujourd'hui, dans votre pays, la situation se dégrade fortement, il y a des gens qui vont partir sans hésiter vers des climats meilleurs ou des situations meilleures, et il y en a qui vont être attachés à leur terre et rester sur place. Et à la fin, c'est l'histoire qui juge qui a eu raison. Certains vont disparaître, certains vont rester. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que, en tout cas, dans les données actuelles que l'on a, on sait que la trace de nos premiers ancêtres en Europe, euh, donc de nos ancêtres, je dis, c'est il y a 42 ou 38 000 ans en arrière. Homo sapiens a conquis ou a arpenté l'Europe avant ça, mais jusqu'à présent, on n'a aucune trace de filiation génétique avec ces sapiens-là, ce qui veut dire qu'ils ont probablement été exterminés, ou se sont éteints pour différentes raisons. On pense notamment à cette fameuse gigantesque éruption volcanique qu'il y a eu il y a environ 40 000 ans, qui aurait potentiellement éradiqué non seulement Néandertal, mais les premiers sapiens d'Europe. Et le troisième cas, c'est le cas de vie en zone, on va dire, semi-polaire, ou très froide, avec des saisons hivernales très très marquées. Et ça, c'est une toute petite minorité de l'évolution. Ça a existé, mais c'est une toute petite minorité. Donc quand on va aborder la place des glucides dans l'alimentation de l'homme, on va essayer de différencier ces trois situations. Alors évidemment, c'est pas aussi net que ça, hein. Là, j'ai défini un petit peu arbitrairement ces trois situations. Vous comprenez bien que c'est pas autant simple que ça. L'autre aspect qu'il est important d'aborder quand on veut parler de glucides dans l'alimentation de nos ancêtres, c'est de comprendre d'où vient finalement la lignée des hommes. Donc là, je vais vous résumer ça très rapidement. Il y a beaucoup plus de détails dans les deux podcasts précédents, si ça vous intéresse. Mais globalement, en résumé, on descend de primates omnivores, fortement frugivores. D'accord? La lignée des hommes, elle s'est scindée de cette lignée de primates frugivores il y a environ 8 ou 9 millions d'années. Avant ça, pendant des dizaines de millions d'années, nous étions issus de cette lignée d'omnivores à forte tendance frugivore. On a donc forcément des traces physiologiques, génétiques, de ces dizaines de millions d'années d'évolution et d'adaptation à la consommation de fruits sucrés. Il faut comprendre que c'est peu probable que ce qui a accompagné notre évolution durant des dizaines de millions d'années soit subitement devenu un poison pour nous, surtout si ça nous conférait un avantage d'être capable de consommer ces aliments quand on les trouvait. Des fruits ou du miel par exemple, même si c'est de manière sporadique. Je veux dire, même si vous en trouvez peu dans l'environnement, ou que votre diète elle a fortement évolué par rapport à ce qu'elle était avant, tant que vous continuez à consommer ces aliments et que ça vous offre un avantage, il n'y a aucune raison que l'évolution fasse de tout ça un poison pour vous. On sait aussi que tous les grands singes actuels, donc desquels notre lignée s'est séparée il y a 8 ou 9 millions d'années, ils collectent du miel quand ils le peuvent. Alors ils sont beaucoup moins efficaces que l'être humain, parce qu'ils ont moins de technologie pour ça, ils ne savent pas utiliser le feu par exemple, ou la fumée. Mais on sait que tous les primates vont essayer de consommer du miel quand ils le peuvent. Les chercheurs pensent donc que nos ancêtres lointains, donc ceux qu'il y avait avant, cet ancêtre commun qu'on a avec le chimpanzé, le gorille, l'orang-outan, ils mangeaient aussi probablement du miel, de temps en temps quand ils en trouvaient. Donc on peut penser que le miel est un aliment qui lui aussi a accompagné notre évolution durant des dizaines de millions d'années. Et puis finalement, dans quel milieu vivaient ces ancêtres lointains d'avant la séparation du dernier ancêtre commun? Aussi, le résumé, c'est qu'on vivait, ou que nos ancêtres très lointains vivaient dans un milieu équatorial forestier, relativement chaud et humide, plutôt tropical. Donc c'est des milieux où, comme on le verra, la plupart des espèces d'arbres portent des fruits, et qu'une très grande partie de ces fruits sont des fruits à vocation de dissémination par des mammifères, dont les primates, et qui donc sont sucrés. Et c'est intéressant de noter que les singes actuels, comme le chimpanzé,
essayent de collecter du miel et utilisent des outils pour ça, hein. Donc on voit que c'est des animaux qui ont la capacité cognitive d'utiliser des objets pour parvenir à leur fin, malgré une capacité cognitive ou une boîte crânienne largement plus petite que la nôtre, et qui est similaire probablement à celle qu'on pouvait trouver chez nos ancêtres très lointains, donc bien avant la préhistoire. Donc on va maintenant entrer dans le vif du sujet, et on va répondre à l'argument selon lequel, avant l'agriculture, on ne trouvait pas de fruits sucrés, que les fruits naturels qu'il y avait avant que l'homme se mêle de tout ça, ils étaient acides et pas sucrés. Donc pour ça, on va aller voir ce papier scientifique de 2023 qui traite précisément du sujet des fruits ou de l'évolution des fruits sur le long cours. Donc la première chose qu'on nous dit, c'est que plusieurs espèces de Maloidae, donc c'est en fait la famille qui contient les pommes et les poires, et de Prunoidae, donc la famille des prunes et des pêches, ont développé des gros fruits il y a environ 9 millions d'années, principalement en Eurasie. Donc on entend souvent dire que les pommes, les poires, c'était des tout petits fruits très acides. Là, on voit que des gros fruits ont déjà été développés à cette époque. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils appellent par gros fruits? Les gros fruits sont des fruits qui sont trop gros dans leur écosystème pour être consommés par des oiseaux, donc qui ciblent des mammifères. Et on verra tout au long de la vidéo que les fruits qui ciblent des mammifères pour leur dispersion contiennent du sucre. Un fruit qui cible des oiseaux est acide, parce que les oiseaux n'ont pas le goût du sucre. Dès qu'un arbre met du sucre dans un fruit, c'est pour attirer un disperseur mammifère. Donc les gros fruits sur le continent eurasiatique, qui sont plus gros que 25 mm, contiennent quasi toujours du sucre pour attirer le mammifère. Sans quoi le mammifère, il ne va pas venir consommer le fruit, et du coup, ça ne sert à rien du tout pour l'arbre de produire des gros fruits. Ensuite, on nous dit qu'en tant qu'adaptation évolutive à la dispersion des graines par les animaux, la taille, la teneur élevée en sucre et les couleurs vives qui annoncent la maturité suggèrent que le mutualisme avec les mammifères mégaphoniques a facilité le changement évolutif. Bon, c'est un peu du charabia scientifique, évidemment, mais on nous explique justement ce que je viens de vous dire, c'est que la taille, la présence de sucre, les couleurs, qui annoncent la maturité d'un fruit, nous indiquent qu'il y a un mutualisme avec des mammifères mégaphoniques, c'est-à-dire des animaux de grande taille. Mégaphonique, on entend des animaux de mémoire, ça doit être de plus de 40 kg. Et on nous dit qu'au cours du Pléistocène et de l'Holocène, donc le Pléistocène c'est la préhistoire, donc on parle des 3 derniers millions d'années, l'Holocène c'est l'époque où on se trouve nous, qui dure depuis il y a environ 12 000 ans, on nous dit que la guilde de dispersion, donc les animaux qui dispersaient ces gros fruits sucrés, comprenaient probablement des oursidés, c'est la famille où vous avez l'ours, mais aussi d'autres mammifères, des équidés, comme la famille des chevaux, et des éléphantidés. On sait que les éléphants sont des gros disperseurs, des grands disperseurs de fruits sucrés. À la fin du Miocène, le Miocène c'est une période qui s'étend d'il y a 23 millions à 5 millions d'années avant notre ère, les grands primates figuraient probablement aussi parmi les membres de cette guilde, et la possibilité d'un mutualisme, donc d'une entraide ou d'une dispersion par ces primates, de longue date, entre les clades des singes et des pommiers mérite d'être examinée. Donc l'étude porte principalement sur l'évolution des fruits de la famille des rosacées. Plus loin, on nous dit que l'apparition des gros fruits sucrés dans la famille des rosacées, pommes, pêches, prunes, etc., a eu lieu il y a environ 9 millions d'années, et que leur interaction avec des populations d'hominidés peuvent également avoir une profondeur temporelle beaucoup plus importante. Et vous voyez qu'ici on précise que les méga-fruits sont définis comme des fruits trop grands pour une dispersion aviaire, donc par les oiseaux, qui font donc plus de 25 mm en Eurasie. En Amérique du Sud, bon ça ne concerne pas du tout pour le moment, c'est 40 mm parce que vous avez des perroquets, des toucans qui sont des oiseaux qui se sont adaptés à la dispersion de fruits plus gros et en l'occurrence de fruits sucrés que les mammifères consomment. Ça c'est intéressant de signaler que ce sont ces oiseaux-là qui sont les plus intelligents parmi les oiseaux, donc les oiseaux qui ont accès à des glucides. Et on verra dans un prochain podcast que je veux faire, qui portera sur un peu la recette magique ou le cheat code de l'évolution, que la présence de glucides et de produits d'origine animale permet le développement accru de la complexité d'une espèce, et en l'occurrence de ses capacités cognitives. Donc les gros fruits ont évolué chez les rosacées à partir de la fin du Miocène. Donc ça fait environ 10 millions d'années que les gros fruits chez les pommiers, pruniers, etc. ont commencé à apparaître.
des gros fruits sucrés. Donc quand on vous dit qu'il n'y avait ni gros fruits ni fruits sucrés avant que l'homme se mêle de tout ça, c'est complètement absurde et on le verra tout au long de la vidéo. On nous dit plus loin que dans certaines régions d'Europe centrale, les pommes sauvages constituaient une part importante de l'économie au néolithique. Alors évidemment, là, on n'est plus à la préhistoire, on est un petit peu entre deux, on est il y a 5, 6, 7 000 ans. La recherche de pommes sauvages a été pratiquée pendant le Pléistocène. Des graines de malus, donc le genre des pommiers, ont été retrouvées sur le site de Stouseneck, sur l'île de Colonsay en Écosse. D'accord, donc on est vraiment dans une période pourtant froide, on avait des pommes en Écosse, donc relativement haut, durant les périodes interglaciaires évidemment. Les espèces d'arbres, elles avancent, elles reculent au gré du climat. Sur des dizaines de milliers d'années, vous pouvez bien penser que les arbres à fruits, ils avançaient, ils reculaient. On nous dit que des graines de rosacée à gros fruits ont été trouvées comme aliments recherchés dans toute l'Europe au Mésolithique. Le Mésolithique, c'est il y a 10 à 20 000 ans avant notre ère. Donc c'est le pic glaciaire, c'est une période très froide. Pourtant, on avait des fruits, des gros fruits de ce règne-là, qui étaient présents, qui étaient recherchés visiblement par les hommes à cette époque. Évidemment, c'était probablement pas du tout pendant l'hiver qu'ils y avaient accès, mais quand ils y avaient accès, ils les recherchaient et les consommaient. Et pourtant, là, on parle de la situation la plus extrême au niveau climatique que notre espèce ait connue. Hormis peut-être ce qu'ont connu les Esquimaux et les Inuits, dont on parlera plus loin, c'est très intéressant. Et ensuite, on nous dit qu'en outre, des graines de poires sauvages, Pyrrhus pyraster, ont été retrouvées dans la grotte épipaléolithique, donc la fin du paléo, il y a 14 000 ans, en Anatolie, en Asie mineure, ainsi que d'autres graines de fruits arboricoles sauvages. Donc on voit que c'était pas uniquement en Europe, évidemment, on peut bien s'attendre que dans des climats un peu plus cléments, il y avait encore plus de fruits. Donc je continue avec des passages intéressants de cette étude. On nous dit que la collecte et l'utilisation de ces fruits par les hominines semble même remonter au-delà de l'apparition de notre espèce en Eurasie, ce qui laisse supposer que ce mutualisme de dispersion des graines entre l'homme et le genre Malus, pommier, etc., est beaucoup plus profond dans le temps. Par exemple, les empreintes de fossiles de pommes sur le site d'Heringsdorf en Allemagne centrale situent les pommes à gros fruits en Europe centrale entre 243 000 et 200 000 ans en arrière. D'accord ? Les fossiles d'Heringsdorf comprennent plusieurs restes d'hominidés qui sont visiblement caractérisés comme des néandertaliens précoces, ou des pré-néandertaliens même. Et là aussi très intéressant, donc là on est en Arménie, donc sous des latitudes assez hautes quand même. Les analyses de charbon de bois de la grotte d'Azok 1 en Arménie, donc là on parle d'il y a 184 000 à 100 000 ans avant nous, donc c'est relativement longtemps, pendant la préhistoire, montre que 80% du bois brûlé par les hommes, des néandertaliens et des humains modernes, donc des sapiens qui sont présents dans des couches différentes dans cette grotte, proviennent de la famille Prunus. Donc la famille Prunus, vous avez des fruits à noyaux comme la cerise, l'abricot, la pêche ou la prune, et parmi les 20% de charbon de bois restants, se trouvent des fragments de la famille des pommes et des poires, et d'autres arbres fruitiers tels que la jujube, qu'on appelle aussi la date chinoise, ce qui est un fruit qui contient 10% de sucre en version sauvage. Et on en parle aussi de Celtis zelkova. Ces publications suggèrent que les forêts de fruits sauvages étaient courantes en Eurasie avant l'Holocène, donc avant il y a 12 000 ans. Je répète, les forêts de fruits sauvages étaient courantes en Eurasie avant l'Holocène. On parlera après de pourquoi aujourd'hui, quand vous vous promenez dans des forêts que vous pensez être sauvages en Europe, vous voyez très peu d'arbres fruitiers. D'accord ? On va parler de tout ça après. On nous dit aussi que bon nombre des méga-fruits, ces fruits de grande taille dont l'aire de répartition était restreinte au cours de l'Holocène moyen, il y a 6000 ans, pourraient avoir eu une aire de répartition beaucoup plus vaste dans des zones refuges au cours du Pléistocène. Donc il y a plusieurs millions d'années jusqu'à il y a 12 000 ans. Donc ce qu'on nous dit, c'est que durant le néolithique, les arbres à fruits avaient des aires de répartition beaucoup plus petites, beaucoup plus restreintes que durant la préhistoire. Et là aussi on va comprendre pourquoi au fil de cette vidéo. Et ça va bien sûr à l'encontre de beaucoup d'images ou de concepts qu'on a à l'heure actuelle. Quand on ne prend pas le soin en fait d'aller lire les travaux des spécialistes de ce domaine. D'accord ? Moi c'est pas mon domaine, mais j'ai pris la peine d'aller lire et écouter ce que disent les spécialistes de ce domaine, ceux qui font des recherches depuis longtemps là-dessus. Ils nous disent ensuite que nous poussons plus loin cette preuve d'interaction entre les hominidés et le genre Malus
pommiers, poiriers, etc., en avançant que l'évolution des gros fruits dans la lignée des rosacées pourrait avoir été liée à un mutualisme basé sur la dispersion des graines avant le Pléistocène, avant la préhistoire. Donc, visiblement, avant même il y a 2,5 millions, 3 millions d'années, notre lignée aurait déjà interagi avec les pommiers, poiriers dans la dispersion des graines. Et évidemment, notre lignée sélectionnait les fruits les plus sucrés et les plus gros pour les disperser, c'est logique. Et enfin, la suite de cet article développe tout le sujet et décrit très bien ce mutualisme de dispersion des graines entre les végétaux et les animaux, soulignant que les fruits peu charnus et acides ciblent les oiseaux, et que les gros fruits sucrés ciblent les mammifères, donc bien sûr les primates et notre lignée. Donc on ne va pas aller dans le détail de toute cette étude. Plus loin, on nous répète à nouveau que les preuves fossiles et génétiques suggèrent que les formes à gros fruits de pommes et de poires ont évolué bien avant la préhistoire, à partir de la fin du Miocène, il y a 5 à 10 millions d'années. Et finalement, dans la table 1 de l'étude, c'est la dernière chose qu'on va regarder en détail, il nous cite toutes les preuves qui appuient le mutualisme entre les singes et les rosacées à la fin du Miocène. La couleur rouge à maturité des fruits tend à attirer les oiseaux ou les primates, qui possèdent tous deux une vision des couleurs. Les fruits sont trop gros pour un disperseur aviaire, et la plupart des mammifères de petite ou moyenne taille sont des prédateurs de graines. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a des espèces d'arbres qui ont fait évoluer des gros fruits de couleur rouge, et que ces gros fruits de couleur rouge, ils peuvent ni cibler les oiseaux, ni les autres petits et moyens mammifères qui ne voient pas la couleur rouge. Donc c'est des espèces d'arbres qui ciblaient notre lignée, les primates. On nous dit aussi que les ruminants, ils évitent souvent ou consomment en quantité limitée les fruits charnus à forte teneur en sucre en raison du double processus de digestion et de l'habitude de brouter. Notez qu'un éléphant, par exemple, n'est pas un ruminant. On nous dit aussi que les primates modernes comptent parmi les disperseurs de graines les plus efficaces dans les forêts tropicales, ce qui constitue un précédent pour une tendance plus large dans le clade. Le clade, donc un peu notre famille. On nous dit aussi que les dentelures et l'usure des dents des primates fossiles d'Eurasie suggèrent un régime alimentaire à base de fruits, en particulier de fruits riches en sucre. Et finalement, on nous dit que les hominidés du Pléistocène, donc de la préhistoire, donc là on parle d'Homo sapiens, Erectus, habilis, ont entretenu une étroite relation mutualiste avec les rosacées à gros fruits, et il est probable que cette tendance remonte dans le temps. La discussion porte sur le Miocène, donc cette période il y a 5 à 10 millions d'années. Concernant le Pléistocène, on nous dit qu'il n'y a pas vraiment de débat, les hominidés y consommaient des gros fruits sucrés. Concernant le Pléistocène, on nous dit qu'il n'y a pas vraiment de débat, les hominidés, nos ancêtres, consommaient des gros fruits, qui étaient sucrés. Et ensuite, on va aborder ce papier scientifique, qui date de 2019, et qui parle des signaux et des récompenses dans les fruits sauvages à chair. Donc le résumé de l'étude, qu'on trouve dans la description, l'abstract, on nous dit que les espèces végétales à fruits charnus offrent aux animaux des récompenses telles que du sucre, des protéines et des graisses, et des vitamines, des minéraux et de l'eau, etc. C'est décrit plus en détail dans le papier, pour que ces animaux se nourrissent de leurs fruits et dispersent les graines. Elles ont également développé des signaux visuels et olfactifs indiquant leur présence et leur maturité. On nous dit ensuite, dans certains systèmes, la couleur des fruits constitue un signal visuel fiable de la teneur en nutriments. Cependant, même si de nombreuses substances chimiques volatiles utilisées comme signaux olfactifs dérivent des nutriments recherchés par les animaux, on ne sait pas toujours si l'odeur des fruits codifie des informations sur la teneur en nutriments des fruits sauvages. Nous avons constaté que les niveaux de protéines ne sont pas associés à des quantités élevées de composés volatiles, donc d'odeur par exemple. En revanche, la teneur en sucre est fortement associée à la composition chimique de l'odeur des fruits. Nos résultats impliquent que dans le cas du sucre, l'odeur du fruit permet de prédire la teneur en nutriments et constitue donc un signal honnête. Donc on nous dit globalement que les arbres, lorsque le fruit est mature, vont développer des odeurs pour attirer les animaux vers le fruit. Et que plus un fruit est sucré, plus il va développer de composés aromatiques, donc plus il va développer d'odeurs, et donc plus les mammifères vont être attirés vers des fruits sucrés, et vont donc disperser prioritairement les fruits qui sont plus gros, plus sucrés. Et c'est comme ça qu'au fil de l'évolution, si on a beaucoup de mammifères attirés par des fruits sucrés qui dispersent des fruits sucrés, la présence des gros fruits sucrés dans l'environnement, elle s'accroît, et si la présence de ces mammifères de grande taille attirés par les fruits sucrés diminue, eh bien ces espèces végétales vont elles aussi subir une régression,
Et on verra plus tard dans la vidéo que c'est exactement ce qui s'est passé à la fin de la préhistoire. On nous dit, juste en dessous, la dispersion des plantes ligneuses, donc les plantes ligneuses c'est les arbres, par les animaux frugivores et la stratégie prédominante de dispersion des graines dans les régions tropicales. Donc la plupart des arbres en région tropicale utilisent des animaux frugivores pour la dispersion de leurs graines. Donc plus loin, on a des analyses des fruits sucrés, donc avant d'aller les voir, 2-3 détails sur quels fruits ça porte exactement. Donc on nous dit ici que le projet il a été mené dans le parc national de Rano-Mafana, à Madagascar. Au total, 410 fruits sauvages, c'est des fruits sauvages, d'accord? On verra plus loin, c'est décrit dans l'étude. L'étude porte sur des fruits sauvages. Des fruits sauvages mûrs, de 83 plantes individuelles, de 28 espèces de plantes différentes ont été collectées et apportées au laboratoire sur une année de délai. Parce qu'évidemment, il y a des fruits qui ne sont pas mûrs aux mêmes périodes, donc l'étude elle s'est écoulée sur une année. Et c'est ces fruits-là qui ont été analysés. Et vous avez la table 1 qui montre en fait la composition nutritionnelle des fruits sauvages en question à Madagascar. Il y a quelques détails qui sont intéressants. Donc vous voyez que la colonne que j'ai surlignée en jaune montre le pourcentage du poids sec en sucre dans les fruits sauvages. Il faut noter que nos fruits cultivés, ils sont souvent plus juteux, il y a beaucoup plus d'eau dans les fruits qu'on cultive. C'est du reste la principale différence entre les fruits sauvages et cultivés, comme on le verra plus loin dans la vidéo. Donc là, on parle du pourcentage en poids sec, du pourcentage de glucides, donc de sucre, en poids sec. Et vous remarquerez que le poids de chaque fruit est très petit ou est faible à Madagascar, parce qu'à Madagascar, les disperseurs de graines frugivores sont de très petite taille. On verra plus loin aussi dans cette vidéo que la taille des fruits est étroitement corrélée à la taille des disperseurs. Plus les disperseurs sont grands, plus les fruits sont grands, c'est logique. Hein. Ça sert à rien pour un arbre de produire des fruits de 10 kg extrêmement lourds avec des grosses graines si le plus gros disperseur du coin c'est un lémurien de 2 kg. D'accord? Donc là, à Madagascar, on a des fruits sucrés à destination de mammifères qui sont de petite taille, donc les fruits sont de petite taille. Mais vous voyez que le pourcentage de sucre sur le poids sec de ces fruits, il varie entre quelques pourcents, hein. Le plus bas on a ici 3,3%, donc c'est des fruits très peu sucrés en l'occurrence, et vous avez des fruits, voilà, des variations très importantes, donc vous avez 29% pour ce fruit-là, 16, 37,8 ici, vous avez même des fruits qui ont jusqu'à 46% du poids sec en sucre, hein. C'est le genre ficus, donc c'est le genre des figues par exemple. On a même ici un fruit qui contient 56,7% de sucre. Donc vous voyez que certains fruits contiennent beaucoup de sucre à Madagascar, donc des fruits sauvages à Madagascar qui contiennent beaucoup de sucre, contrairement à ce qu'on entend souvent dire que les fruits sauvages sont très peu sucrés, ils sont acides. Donc là on a la preuve du contraire dans cet écosystème, on a même ici un fruit à près de 70% du poids sec en sucre. Et dans la discussion, il précise bien hein, que l'étude portait sur l'examination de fruits sauvages et mûrs, ce qui est très important. En résumé, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'arbre génère des signaux olfactifs et visuels pour signaler qu'un fruit est mûr et attirer un animal. La teneur en sucre d'un fruit est étroitement corrélée à la puissance de ces signaux olfactifs, ce qui favorise naturellement l'attirance des mammifères vers des fruits qui sont plus sucrés, ainsi que la dispersion de ces fruits. La sélection des fruits plus sucrés, c'est un processus naturel pour un mammifère. Et évidemment, l'être humain, il a amplifié et cadré avec son aptitude à organiser les choses de manière technique et systématique ce processus. Bon, je ne parle pas aujourd'hui de l'hybridation OGM moderne qui est un autre sujet, mais la sélection des fruits sucrés, c'est pas quelque chose qui n'est pas naturel. On entend souvent dire que oui, alors depuis le néolithique, l'être humain il a sélectionné des fruits sucrés, donc c'est un problème. C'est pas du tout un problème. La sélection de fruits sucrés par les mammifères, et en particulier ceux de notre lignée, c'est ce qu'il y a de plus naturel. C'est logique, on va pas aller manger le fruit le plus acide de l'arbre, si on a des fruits sucrés. On va pas choisir les fruits d'un arbre qui sont tout petits et pas bons, et acides, et qui contiennent peu d'énergie pour nous, alors que juste à côté, vous avez un arbre qui porte des gros fruits bien sucrés. Donc, naturellement, on va favoriser la dispersion des espèces ligneuses qui portent des gros fruits sucrés. Bien, maintenant on va revenir sur la phrase que j'ai utilisée en commençant la vidéo, à savoir que les gros fruits à chair sucrée, ils étaient probablement plus répandus dans le milieu naturel et sauvage à la préhistoire que maintenant. Quel est le concept de base qu'on va aller soutenir avec quelques études? Le concept de base c'est le suivant.
La taille des fruits sauvages, elle diminue depuis des dizaines de milliers d'années à cause de ce qu'on appelle la défaunation, c'est-à-dire la disparition, l'extinction de grands mammifères qui, eux, étaient des disséminateurs de gros fruits charnus. En contrepartie, on assiste à une augmentation de la taille des fruits qui sont cultivés par l'homme. Évidemment, la pression de l'homme, elle se fait ressentir dans le milieu naturel sur la taille des fruits sauvages via la défaunation. Alors après, est-ce que l'homme est totalement responsable de la défaunation? C'est une autre question. En tout cas, il l'est partiellement, évidemment, parce qu'on s'étend sur de plus en plus de surface terrestre de notre globe. Et forcément, les espèces de grands mammifères disséminatrices, elles sont en recul, en partie à cause de cette pression, mais également potentiellement à cause des changements climatiques qu'il y a pu avoir à la fin de la préhistoire. Et ce qu'on voit, c'est que les fruits sauvages, ils ont plus perdu en taille, où l'Homo sapiens a colonisé depuis plus longtemps une terre. Et quand on va dans les zones tropicales qui ont été colonisées tardivement, ce qu'on appelle les néotropiques, comme l'Amérique du Sud ou une partie de l'Océanie, on voit qu'il y a un lag de plusieurs milliers d'années sur la taille des fruits, justement. Donc dans ces régions de néotropiques, la taille des fruits est un peu plus grosse, elle est en régression, mais il y a ce lag qui est dû à la longue durée de vie d'un arbre, hein. Les arbres vivent en général plusieurs centaines d'années, et le temps que l'impact de la défaunation se manifeste dans la génétique des arbres, et que ça se répercute en fait dans l'environnement, ça peut prendre des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Alors pour aller appuyer cette idée, on va voir toute une série d'études. La première, c'est la suivante, une étude de 2014 qui traite de l'évolution du mutualisme de dispersion des graines de ce qu'on appelle les angiospermes, c'est-à-dire des plantes à graines. Donc je cite une partie de cette étude. Les conclusions les plus importantes sont les suivantes. 1. La diversification de la taille des graines et des fruits charnus des angiospermes a commencé il y a environ 80 millions d'années. La diversité de la taille des graines, de la taille des fruits et des types de fruits a atteint son apogée à l'Éocène il y a environ 55 à 50 millions d'années. Le deuxième point qui est énoncé, c'est que les multituberculés, qui sont une lignée de mammifères qui sont aujourd'hui disparus, ils étaient probablement les frugivores les plus importants pendant la première phase de radiation des graines et des fruits charnus de ce type de plante. Donc de radiation, c'est-à-dire d'expansion. Les primates et les rongeurs ont probablement joué un rôle important dans la dernière partie de cette première phase. Donc on est dans une époque très lointaine, il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Le troisième point, c'est que les frugivores volants, les oiseaux et les chauves-souris ont évolué au cours de la deuxième phase, principalement pendant l'Oligocène et le Miocène, exploitant ainsi une diversité déjà existante de fruits charnus. Et un autre point qui est rapporté qui est intéressant, c'est que les fruits charnus ont évolué à de nombreuses reprises dans de nombreuses familles de plantes, et nombre d'entre eux sont apparus bien après le pic du début de l'Éocène. Donc on voit que l'évolution des plantes à fruits, elle a été constante durant toute l'évolution. Il y a eu des avancées et des reculs liés à des changements écologiques, climatiques, etc., etc. Tout ça pour dire que l'idée selon laquelle les fruits sucrés et charnus seraient apparus grâce à la main de l'homme et de l'agriculture il y a 10 000 ans par exemple, cette idée elle est largement erronée. Plus loin, les chercheurs nous expliquent que les plantes fournissent une récompense nutritionnelle à l'aide de tissus mous et juteux ou de graines pour le service de dispersion des graines par un vertébré. Donc vous allez me dire pourquoi il y aurait une récompense sous forme de graines. Il y a certaines plantes qui ont pour stratégie d'accepter en fait qu'une partie des graines soit détruite, mais en sachant qu'une partie des graines vont survivre au passage du tube digestif ou alors vont être disséminées par le transport. On peut penser aux écureuils qui vont cacher des noisettes dans toute la forêt et qui oublient la moitié de leurs noisettes, et puis du coup ça permet de disperser les noisetiers de cette manière. Évidemment, ça concerne des espèces qui sont relativement éloignées de notre lignée à nous, c'est-à-dire que ça concerne des espèces de rongeurs, hein, qui sont spécialisées dans la consommation d'oléagineux. Donc c'est une très très longue étude, on va pas aller aborder la totalité de cette étude. Si c'est un sujet qui vous intéresse, allez jeter un œil. Ça permet de relativiser beaucoup de choses qu'on entend au sujet de l'évolution des fruits et ce genre de choses. L'étude suivante qu'on va voir ensemble, c'est celle-ci, qu'on va aborder assez rapidement. L'alimentation humaine favorise l'expansion de l'aire de répartition des espèces fruitières dispersées par la mégafaune. C'est une étude de 2018.
et qui souligne que l'utilisation de la nourriture, c'est-à-dire des fruits, par l'homme, a élargi l'aire de répartition d'espèces qui auraient autrement subi une contraction de leur aire de répartition après l'extinction de la mégafaune. Donc c'est un aspect qui est extrêmement important, parce que souvent on pointe du doigt un petit peu dans certains milieux le fait que, sans l'homme, certaines espèces de fruits sucrés et charnus seraient probablement en régression ou alors moins présentes dans l'environnement, qu'on y aurait moins accès. Or, ce qu'on voit, c'est qu'en fait l'homme remplace la mégafaune qui s'est éteinte durant la préhistoire. Et probablement, l'homme a participé à l'extinction d'une partie de cette mégafaune. Donc c'est difficile en fait de pointer du doigt du coup l'être humain qui fait pour son intérêt survivre certaines espèces d'arbres qui portent des fruits sucrés et charnus. Plus bas, ce qu'on voit, c'est que les trois quarts des espèces fruitières autrefois dispersées par la mégafaune sont ensuite entrées dans l'alimentation humaine. Donc une partie sont devenues ce qu'on cultive aujourd'hui majoritairement, mais on a aussi dans différentes régions du monde des fruits comestibles, sucrés, qui sont beaucoup moins connus, qui poussent à l'état sauvage et qui sont consommés par des populations locales, mais que vous trouverez jamais sur vos étalages de supermarché. Et puis on a ensuite cette étude qui nous dit que les extinctions de la mégafaune, donc des gros animaux de plus de 40 kg de mémoire, sont des événements récurrents qui remodèlent l'écosystème, donc qui provoquent des ondulations évolutives, car les cascades d'extinction secondaires et les pressions sélectives changeantes remodèlent les écosystèmes. Un gros charabia scientifique pour dire ce qui est relativement logique et qu'on oublie de prendre en compte en général, c'est que les extinctions de gros animaux qui dispersent des graines de fruits charnus impactent fortement l'écosystème et la dispersion des plantes qui portent ces fruits et ces graines. Donc forcément, vous avez une régression de la présence de ce type de plantes et de ce type de fruits dans un écosystème lorsque les disperseurs de la mégafaune sont moins présents, voire s'éteignent. Et là, on va un petit peu plus dans le détail, on nous dit que l'extinction de la mégafaune à la fin du Pléistocène, la préhistoire, donc on parle de l'époque il y a 126 000 à 12 000 ans en arrière, a également exercé différentes pressions évolutives sur les plantes qui dépendaient de la zoochorie, donc de ce mutualisme. Dans certains cas, ces adaptations ont impliqué le recrutement de nouveaux disperseurs, donc d'autres espèces animales, voire de l'homme. Mais évidemment, si les autres espèces animales qui dispersent les graines sont plus petites en taille, tôt ou tard, la plante va s'adapter et la taille des fruits va être réduite. Parce que si un animal est trop petit pour disperser un gros fruit, il va aller disperser les plus petits fruits qu'il va trouver, et du coup ça va favoriser la dispersion de fruits plus petits. Et plus bas dans cette étude, on parle spécifiquement des plantes à fruits à chair, donc à gros fruits charnus, qui sont en général sucrés. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que malgré la perte importante de graines due à la mastication et à la digestion, l'évolution des tissus sucrés du péricarpe, de la chair du fruit, qui sont coûteux en énergie, et des tests durs, donc des organes qui contiennent la génétique de la plante, témoignent de l'avantage adaptatif de l'endozoochorie, c'est-à-dire la dispersion des graines via le tube digestif d'un animal. En traduction, à peu près en français, c'est que la dispersion des graines par les animaux offre un tel avantage que la plante est gagnante, même si elle doit produire, pour attirer l'animal, des tissus sucrés, coûteux à produire pour elle, et des molécules aromatiques qui vont attirer l'animal, et de la couleur, etc., etc. Plus loin, on nous dit que de nombreux arbres à gros fruits d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud sont encore dispersés par les quelques animaux de grande taille qui restent dans ces régions, mais que la capacité générale de dispersion, elle a été considérablement réduite. Donc la diminution des populations de gros animaux frugivores, elle entraîne depuis longtemps une diminution de la présence des arbres à gros fruits. Plus bas, on nous précise ce qu'est un gros fruit, donc nous définissons le méga fruit, ou gros fruit, comme tout fruit charnu trop gros pour un disperseur aviaire, un oiseau. Donc dans les zones tempérées, il s'agit généralement d'un fruit de plus de 25 mm, 2 cm et demi, car les corvidés sont les plus gros disperseurs aviaires. Mais dans les zones tropicales, avec les perroquets et leurs semblables, toucans, etc., un seuil de plus de 40 mm a été fixé. Donc dans les tropiques, on parle de fruits de plus de 4 cm de large quand on parle de ces gros fruits charnus. On nous dit aussi que plusieurs études récentes ont montré que les extinctions de la mégafaune ont entraîné la perte ou l'arrêt complet des processus de dispersion des graines chez de nombreuses plantes arborescentes.
Et on nous dit que l'étude de Ornstein et Hall en 2018, elle établit un lien entre une diminution évolutive de la taille des fruits produits dans l'ensemble de la famille des Arecaceae, donc les apiminiers, une sorte de plante que je connais pas, et des taux élevés d'extinction d'espèces de la mégafaune tout au long de l'Holocène. On nous dit aussi que l'ancêtre de la pêche, il aurait été autrefois largement répandu dans le nord de la Chine, mais qu'il est aujourd'hui présumé éteint, donc l'ancêtre de la pêche. Donc c'est important de comprendre, parce que souvent on nous dit oui, mais la pêche c'était un fruit pas sucré, qui était petit, etc. L'ancêtre gros fruit sucré de la pêche, qui existait, s'est éteint parce que les disperseurs de graines ont disparu de ces régions-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de gros fruits sucrés il y a longtemps. Et plus loin, on parle même des cucurbitacées, la famille des courgettes, courges, pâtissons, etc., qui sont des fruits un peu moins sucrés, en tout cas moins sucrés en goût, mais qui vont contenir des amidons ou des glucides complexes. On nous dit que les cucurbitacées sauvages d'Amérique du Nord pouvaient avoir une aire de répartition beaucoup plus large au milieu de l'Holocène qu'aujourd'hui. Donc au milieu du Néolithique, il y avait probablement beaucoup plus de ces plantes, qui ne sont pas des arbres, mais des plantes à gros fruits, comme les courges, courgettes, etc., sauvages, qu'on en a aujourd'hui, dans le milieu sauvage évidemment. Et la dernière citation de cette étude que je vais vous faire, c'est la suivante. En fin de compte, l'homme a été la plus grande force de réensauvagement des anachronismes mégaphoniques, c'est-à-dire, en français, des plantes qui étaient sur le chemin de l'extinction suite à la disparition de leurs disséminateurs. Donc les anachronismes, c'est ça qu'ils appellent anachronismes, c'est des plantes qui finalement ont perdu leur disperseur et sont en voie de disparition, elles n'ont plus vraiment lieu d'être dans l'écosystème actuel. Donc comment l'homme il a fait pour réensauvager ces anachronismes? Il a dispersé les graines de plantes qui avaient perdu partiellement ou totalement leur capacité de dispersion. Il a défriché et perturbé des sols, créant ainsi des conditions favorables aux espèces qui ont évolué dans les paysages fortement déterminés par la présence des grands herbivores. Il a maintenu certaines espèces d'arbres fruitiers qui, sans la main de l'homme, auraient probablement disparu faute de disperseurs. Et il a favorisé l'hybridation de lignées de plantes qui étaient du coup isolées dans des zones restreintes suite à la perte de dispersion. C'est-à-dire qu'il y avait des plantes à gros fruits qui se sont retrouvées isolées dans certaines régions et qui pouvaient plus s'hybrider avec d'autres espèces proches, ce qui le menace évidemment d'extinction parce qu'elles perdent la capacité d'adaptation que permet l'hybridation. Donc l'être humain, avec l'hybridation, a permis de contrecarrer cela. Alors évidemment, il y a hybridation et hybridation. D'accord ? Aujourd'hui, on fait de l'hybridation transgénique, ce qui est complètement différent que de faire de l'hybridation beaucoup plus naturelle comme elle se ferait dans un milieu naturel. Alors évidemment, l'homme, il accélère le processus. Ensuite, on va aborder brièvement cette étude publiée en 2023 qui parle en fait de l'histoire de l'évolution de cette espèce de plante qu'on appelle Vaccinium, qui contient les érelles, les myrtilles, etc. Donc c'est des fruits qu'on trouve dans des régions polaires et qui probablement tapissaient une grande partie des zones semi-polaires ou semi-arctiques durant la préhistoire. Donc on nous dit dans cette étude que les estimations de la taille effective de la population dans le passé de ces espèces de fruits suggèrent un déclin continu au cours des derniers 1 à 3 millions d'années, peut-être en raison des impacts des cycles glaciaires répétés au cours du Pléistocène. Donc on voit que ces espèces, elles étaient probablement beaucoup plus répandues sur Terre avant la préhistoire qu'aujourd'hui. Elles sont en fait en recul constant. Donc il y en avait probablement plus il y a 2 millions d'années, qu'il y en avait il y a 1 million d'années, et qu'il y en avait il y a 10 000 ans. Donc vous voyez qu'on a un faisceau d'indices qui pointent dans la même direction, à savoir que les plantes à fruits charnus étaient probablement beaucoup plus répandues dans l'écosystème naturel durant la préhistoire, et même avant la préhistoire, qu'on en a aujourd'hui, ou qu'on en avait au Néolithique. Ensuite, on a 7 études sur ces anachronismes, donc ces plantes qui ont perdu leur disperseur, qui a été publiée en 2008, et qui va nous dire que certaines plantes néotropicales, les néotropiques c'est l'Amérique du Sud et l'Océanie, donc ces plantes néotropicales à fruits charnus, elles ont des fruits dont la structure elle est similaire à celle des fruits paléotropicaux, donc des fruits qui étaient présents au Paléolithique, et qui étaient dispersés par la mégafaune. Et là on nous précise, par mégafaune, on considère dans cette étude les mammifères de plus de 103 kg.
D'accord? Donc c'est vraiment des grosses bêtes, hein. Il y avait très peu de primates, il y avait quelques primates quand même qui étaient plus lourds que nous, durant durant peut-être pas forcément la préhistoire, mais sûrement plus loin. Mais ça concerne d'autres animaux issus d'autres familles de mammifères. Et on nous dit que c'est une réalité en dépit du fait que ces disperseurs de la mégafaune, ils se sont éteints en Amérique du Sud il y a 10 à 15 000 ans. Donc on nous dit que les systèmes de dispersion anachroniques, ils s'expliquent le mieux par des interactions avec des animaux éteints et présentent une dispersion déficiente qui entraîne une altération de la dynamique de dispersion des graines. Je vous traduis à peu près ce charabia. Et l'idée qu'il y a là derrière est que ce papier, que vous pouvez aller lire, et que d'autres papiers mettent en avant. Les gros fruits à chair sucrée, autrefois dispersés par la mégafaune, se sont soit éteints, soit leur présence elle est en régression parce que leur dispersion elle est réduite. Et ça c'est vrai sauf pour ceux qui sont maintenant dispersés ou cultivés par l'homme. Et ce qu'on met en avant comme idée, c'est que les forêts sauvages, elles présentent donc moins de fruits sucrés aujourd'hui qu'autrefois. Ces fruits sucrés qui ne sont pas éteints sont aujourd'hui cultivés par l'homme dans des zones spécifiques, c'est-à-dire des terrains qui sont appropriés, qui sont non sauvages ou semi-sauvages. C'est-à-dire que l'homme a sélectionné des terrains propices, il a planté ces arbres dans ces régions-là pour faire pousser des fruits à chair sucrée. C'était aussi plus facile pour lui de les défendre contre le gibier, contre différentes choses. C'était aussi beaucoup plus rentable d'avoir tous les arbres à fruits au même endroit plutôt qu'avoir un arbre à fruits tous les 200 mètres dans une forêt sauvage. Et on abordera d'autres aspects essentiels à comprendre quand vous parlez de forêt sauvage aujourd'hui dans des régions comme l'Europe. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de forêts sauvages en Europe. Finalement, l'idée c'est que la taille des fruits sauvages à chair sucrée, elle a également diminué pour s'adapter à des animaux de plus petite taille, les autres ayant disparu ou leur population s'étant fortement réduite. Ça, c'est une idée générale. On nous dit souvent, oui, à la préhistoire, les fruits étaient plus petits qu'aujourd'hui. Eh bien, probablement non, parce qu'il y avait des gros disperseurs de graines, et c'est en tout cas ce que les spécialistes de cette question, ils avancent à travers de nombreuses études. Il y avait plus de gros fruits sucrés dans le milieu sauvage qu'à l'heure actuelle. Et enfin, on a cette étude très intéressante de 2020. Les relations entre la taille des fruits des palmiers et celles des mammifères révèlent les impacts passés et futurs de la défaunation. Encore une étude qui vient appuyer de manière marquée cette idée-là en se concentrant cette fois sur les palmiers. Donc les palmiers c'est intéressant parce qu'on en trouve dans tous les tropiques aux quatre coins du monde. Donc on nous explique que hors des néotropiques, donc hors de l'Océanie et de l'Amérique du Sud, la variation de la taille des fruits, elle s'explique par la taille des mammifères présents dans l'environnement actuellement, plutôt que ceux qui étaient présents durant la préhistoire. Ce qui explique qu'en fait, hors des néotropiques, l'impact de la défaunation, il est déjà clairement ressenti. Alors que dans les néotropiques, les fruits sont encore plus gros que ce qu'ils devraient être comparativement à la taille des animaux qui vivent actuellement dans ces régions. Mais comme la défaunation s'est produite plus tard dans ces régions, l'impact il n'est encore pas terminé. Il y a des aspects intéressants dans cette étude. On nous dit par exemple que entre 75 et 95% des espèces ligneuses, c'est-à-dire des arbres, qu'on trouve dans les forêts tropicales, elles possèdent des fruits charnus. Ce qui prouve le rôle considérable que jouent les frugivores dans la promotion de la richesse des espèces végétales dans les écosystèmes tropicaux. Donc, vous avez quasiment tous les arbres dans les zones tropicales qui portent des fruits charnus, et en général des fruits à chair sucrée dès lors que ce sont des gros fruits. On nous dit aussi que là où ils survivent encore, les mammifères mégaphoniques, qui sont généralement définis comme des mammifères dont la masse corporelle est supérieure à 44 kg, donc là c'est 44, dans l'autre étude c'était 103, tels que les éléphants ou les rhinocéros, ils jouent un rôle crucial et disproportionné dans la dispersion et le recrutement des arbres, favorisant ainsi la diversité végétale dans une série d'habitats. Là aussi on souligne l'importance de la taille des animaux pour disperser des arbres à gros fruits. Plus loin, on nous précise qu'on a trouvé une relation positive entre la taille des fruits de palmier et la taille corporelle des mammifères frugivores, à la fois au niveau mondial et dans des régions biogéographiques spécifiques. Et plus loin, on a ces passages qui sont assez longs, que je vais vous épargner, mais qui se résument un peu ainsi. La pression de l'homme, elle se fait ressentir sur la taille des fruits sauvages via la défaunation. Donc l'homme a pris de plus en plus de place, les espèces animales de grande taille, disperseurs de fruits, de moins en moins de place en contrepartie, et évidemment, ça a un impact sur la taille des fruits, et du coup,
c'est un argument qui est un petit peu, que je trouve peu pertinent de venir dire sans l'homme, il n'y aurait pas de gros fruits. C'est faux, parce qu'en fait, sans l'homme, il y aurait beaucoup plus d'autres mammifères disperseurs de fruits charnus et sucrés. Donc il y aurait tout autant de gros fruits, simplement on les retrouverait dans le milieu sauvage beaucoup plus, alors qu'aujourd'hui, l'homme, il les disperse de manière très technologique et organisée, et que du coup, bah, on a des vergers de gros fruits. Et finalement, bon, on a la conclusion de cette étude aussi, que je vais vous résumer comme ça. Les espèces d'arbres à gros fruits sauvages, elles sont en régression depuis des dizaines de milliers d'années, et la latence fait que cette régression, elle est loin d'être terminée, d'autant plus que la défaunation s'est poursuivie à l'encontre des gros frugivores, hein. C'est-à-dire que les gros frugivores, ils sont encore en recul actuellement, donc on aura un impact encore longtemps sur la taille des gros fruits charnus sucrés sauvages, évidemment. Donc retenez que l'homme a pesé tellement fort sur l'écosystème mondial que la présence de fruits sauvages, charnus et sucrés, elle est en diminution dans l'écosystème naturel. Donc si on reprend cet argument qui consiste à dire qu'on a favorisé la production de fruits sucrés par sélection et que cela n'est pas naturel et que ça pose problème, on voit qu'il n'est pas très pertinent. Pourquoi? Parce que la sélection des fruits sucrés, elle est naturelle chez les mammifères, et que l'être humain, il a remplacé les espèces éteintes, ou les espèces dont le nombre a été restreint, et évidemment, il accélère le processus, il encadre de manière très organisée et orientée vers ses propres objectifs tout ce processus de sélection des fruits sucrés, et évidemment, ça peut impacter négativement la génétique d'une plante, parce qu'elle va avoir besoin de nous pour survivre, elle ne sera pas forcément adaptée à la survie dans le milieu sauvage. Ça, c'est une problématique qui est séparée. Mais en contrepartie, en général, on a du coup dans ces fruits moins de toxines, en particulier quand les fruits sont peu mûrs. Et bien sûr, ça ne dédouane pas l'aspect hybridation génétique, OGM, etc., qui vont permettre de faire produire des toxines défensives en plus grande quantité à certaines plantes, ou d'aller faire produire des toxines de certaines plantes à d'autres plantes pour les protéger contre certaines maladies. En résumé, la sélection naturelle de fruits sucrés, elle est positive pour notre espèce, parce qu'elle nous permet d'accéder à des formes plus riches de carburants. Alors après, il y a l'aspect nutriments dont on peut discuter, ça va dépendre de la teneur ou de la qualité des sols, et ça c'est un autre problème. Et évidemment, la manipulation génétique, elle pose problème et elle est relativement inquiétante. Voilà, donc on a vu que la présence de fruits sucrés, elle est assez évidente dans l'environnement sauvage, durant la préhistoire et même avant, et surtout avant, hein, j'ai envie de dire. Maintenant, il reste à répondre à la question ou à l'argument selon lequel ces fruits, ils étaient certes présents, mais ils étaient plus petits, peu sucrés, acides ou beaucoup plus fibreux, etc., etc. Donc évidemment, c'est difficile de répondre précisément à ça, c'est-à-dire que euh, on ne peut pas mettre la main sur des fruits sauvages issus de la préhistoire pour faire la comparaison. On a compris à travers la vidéo jusqu'à présent que très probablement les fruits sauvages de la préhistoire étaient plus gros et plus sucrés que les fruits sauvages actuels. C'est en tout cas tout ce que nous laisse penser les indices liés à la défaunation, etc., etc. C'est ce que mettent en avant les spécialistes du sujet, d'accord, qui eux sont pas dans une démarche de biais, de dogmes liés à des modes alimentaires comme on peut avoir du côté nutritionnel, on va dire. Pour aller voir quelle est vraiment la teneur en sucre, etc., des fruits sauvages qu'on a aujourd'hui, qui peuvent nous donner du coup de bons indices sur ce qu'on pouvait trouver à la préhistoire, je vais aller sur le site de Denise Minger, qui a fait un excellent article là-dessus, que on va passer ensemble en revue. Donc on va pas s'attarder, vous aurez le lien dans la description si vous voulez aller consulter cet article en entier. En fait, elle nous dit, est-ce que les fruits anciens et sauvages étaient réellement petits, amers ou acides, ou pauvres en sucre? Donc elle commence un peu son article en nous disant que en Afrique, la plupart des fruits comestibles locaux sont sauvages. Qui a une compilation dans un livre qui a été qu'on peut lire en ligne, qui s'appelle Lost Crops of Africa, qui liste plus de 1000 espèces de fruits sauvages comestibles, issus de 85 familles botaniques, et que probablement, ce recueil, il est probablement incomplet. Elle nous donne ensuite des exemples concrets de ces fruits sauvages qu'on trouve sous ces latitudes. Ces latitudes dans lesquelles on a passé la majeure partie de notre évolution. Je précise encore, je le souligne, on était très rarement dans des zones polaires durant notre évolution.
Donc tout d'abord, on nous parle de ce fruit qu'on appelle l'orange du singe, qui est un fruit sauvage natif en Afrique, qui est loin d'être petit. Donc là, on a un fruit qui pèse 2,5 livres en moyenne. Donc ça fait des fruits de plus de 1 kg et qui n'ont jamais été en fait cultivés par l'homme. Et on nous dit, mais est-ce que leur saveur, du coup, elle est amère? Est-ce que c'est des fruits qui sont mauvais? Eh bien, pas vraiment, parce que dans les tests organoleptiques, la plupart des gens comparent ce fruit à de l'orange, de la banane ou des abricots, ou une combinaison de ces trois fruits. Donc on voit différents exemples sur son article. Elle nous parle ensuite d'un fruit qu'on appelle le jungle sops. Alors, j'ai pas trouvé le nom en français, apparemment c'est un nom latin, botanique. C'est un fruit qui va peser 12 livres chacun, et même parfois jusqu'à 30 livres. Donc on est sur des fruits qui pèsent 5 kilos en général, mais on peut avoir des fruits qui vont peser presque 15 kilos, entre 10 et 15 kilos chacun. Et dans certaines régions d'Afrique où ces fruits apparemment poussent relativement facilement, sans que l'homme ait quoi que ce soit à y faire, des personnes sont prêtes à payer jusqu'à un jour de salaire pour acheter un seul de ces fruits, qui évidemment permet de nourrir beaucoup de monde. Quand vous avez plusieurs kilos d'un fruit comme ça, qui en plus contient beaucoup de sucre, vous avez beaucoup de carburant, beaucoup d'énergie pour nourrir une famille. Ensuite, elle nous parle c'est la pomme cannelle sénégalaise, je crois en français. Donc, vous voyez ce fruit qui est aussi un fruit relativement gros. Ici, on a un autre fruit dont je ne me rappelle plus du nom en français. En anglais, c'est le soursop. Vous voyez que c'est aussi des très gros fruits. Ça a l'air de ressembler un peu à de l'ananas comme ça à l'intérieur. On a ici le canistel qui ressemble un petit peu à de la mangue, hein. Donc ça, c'est tous des fruits sauvages que nous avons en Afrique. Voilà, je descends un petit peu dans l'article, elle parle un petit peu de tous ces fruits sauvages. Enfin, de tous, elle en présente certains, hein, d'accord? Donc vous voyez ici, donc c'est visiblement une liane qui monte sur les arbres. Vous voyez la quantité de fruits, et c'est des fruits comestibles, hein, qui visiblement font quand même une taille respectable. Donc si vous tombez là-dessus, vous avez à manger. Vous voyez un petit peu l'intérieur, ça a l'air assez juteux en plus. On a des fruits comme ça, le Bakou Paris, etc., etc. Bon, c'est bien joli, on a des fruits comme ça. Maintenant, est-ce que ces fruits ils contiennent vraiment du sucre? Est-ce qu'ils sont bons à manger? C'est bien joli qu'ils soient comestibles, vous allez me dire. Donc là, elle analyse le profil nutritionnel de ces fruits sauvages. Il y a en fait une étude qui a analysé la composition nutritionnelle de certains fruits comestibles sauvages qui sont originaires du Transvaal en Afrique. Donc, l'étude en question, c'est la division de chimie alimentaire de l'Institut national de recherche sur la nutrition qui a entrepris une analyse de 9 espèces de fruits sauvages comestibles, et les résultats sont présentés dans cette étude. Donc, voilà le résultat de l'étude. Donc j'ai souligné la ligne qui concerne les hydrates de carbone, et évidemment c'est les hydrates de carbone totaux, mais vous verrez que Denise Minger, elle a fait le travail après derrière. Mais peu importe, voici déjà les hydrates de carbone totaux dans ces fruits. Donc on a par exemple la prune sauvage ici, qui contient près de 20%, de 20 grammes, excusez-moi, 20 grammes de sucre pour 100 grammes, donc quasiment 20% de sucre en termes de grammage, d'accord? Le marula, 7%, là il y en a un qui contient que 1,5, mais ça a l'air d'être l'embryon du marula, donc c'est potentiellement la graine. L'abricot sauvage qui contient 33% de sucre, c'est très sucré, d'accord? La monkey orange, là, ce gros fruit qu'on a vu en haut, qui contient 21% dans la pulpe, hein, dans le péricarpe, et 20,8 pour la chair, qui est dans une autre partie du fruit. Je crois que Denise Minger nous donne du détail plus loin, on va le voir. Donc environ 21% de sucre. L'amatungulu, 16,4%. Le fruit du baobab, qui est beaucoup consommé par les chasseurs-cueilleurs africains comme les Hadza, contient 75,9% de glucides. Nous avons ensuite la pêche amère, qui contient 26% de glucides. Voilà. Donc vous voyez un petit peu qu'on a des teneurs respectables en glucides dans ces fruits. Mais si je reprends ici le site de Denise Minger, elle va nous donner plus de détails parce que elle a compilé ces données en utilisant uniquement les hydrates de carbone non fibreux, c'est-à-dire globalement le sucrose, hein, le fructose et le glucose.
Donc on voit ici que on a des fruits qui sont très très chargés en glucides, 92%, 91%, l'abricot sauvage 86%, la monkey orange 87%, etc. etc. Le fruit du baobab 95% de sucre. Donc elle nous dit que ces fruits sauvages, ils ont entre 78 et 92% de leurs calories issues des glucides. Donc comment ça se compare avec les fruits cultivés, qu'on nous dit beaucoup trop sucrés, etc. Vous avez des exemples ici, la papaye 92%, la guava 90%, les fraises 85%. Vous en avez tout plein, on va pas tous les voir. Je vous laisse regarder si vous voulez faire pause sur la vidéo pour voir, ou vous irez voir sur le site en lui-même. Ce qu'elle nous dit, c'est que les fruits cultivés, eux, ils sont autour de 85 à 95% des calories issues des sucres. Hein. Donc si je remonte, 78 à 92% pour les fruits sauvages, 85 à 95% pour les fruits cultivés. Donc il y a un petit peu plus de sucre dans les fruits cultivés, mais c'est vraiment pas beaucoup. D'accord? C'est vraiment une toute petite différence. Au niveau des fibres, souvent on entend dire qu'il y a beaucoup plus de fibres dans les fruits sauvages. Donc qu'en est-il? De nouveau, on a ces fruits sauvages qui ont été choisis dans cette étude. Et on a le ratio entre les fibres et les hydrates de carbone totaux. Donc on voit que dans la prune sauvage, par exemple, il y a 1/6 de fibres. Dans l'abricot sauvage, il n'y a que 1/42 de fibres. Il n'y a quasiment pas de fibres dans ce fruit. On voit que le plus chargé en fibres, c'est cette grosse monkey orange où il y a 1/4 de fibres. Le baobab 1/10. Donc vous voyez que on a ces ratios. Et dans les fruits cultivés, ben, on voit 1/6, 1/3, 1/4, 1/10, 1/5, etc. Donc là, elle nous fait le résumé. On a chez les fruits sauvages de 1/4 à 1/42 de fibres par rapport aux glucides. Donc c'est très variable dans les fruits sauvages. Et c'est un petit peu moins variable pour les fruits cultivés. Mais on voit qu'ils sont en général, en tout cas les plus fibreux sont parmi les fruits cultivés. Et que le moins fibreux de tous les fruits analysés, en tout cas dans cette comparaison, c'est un fruit sauvage, donc l'abricot sauvage. Ensuite, on parle du fructose. C'est aussi un gros sujet. Il y aurait plus de fructose, certains disent, dans les fruits cultivés à l'heure actuelle. Alors, on va aller comparer ça. Elle nous a fait cette comparaison. Elle a fait un gros boulot, un très bon boulot. Donc, on voit ici qu'on a des fruits sauvages avec 61% de glucose et 39% de fructose. Donc, en vert, c'est le fructose, en rouge, le glucose. En bleu, c'est le sucrose. Le sucrose, c'est moitié-moitié. Donc, vous pouvez ne pas en tenir compte quasiment si vous voulez. Donc on voit que c'est des fruits qui sont relativement bien répartis entre fructose-glucose. On a 2-3 exceptions ici, qu'un fruit qui a 68% de glucose et on va dire 2/3 de glucose pour 1/3 de fructose. Mais pour la plupart des autres fruits, c'est relativement bien équilibré. On a des fruits avec beaucoup de sucrose ici par exemple, mais ça se répartit quand même moitié-moitié. Voilà, on a quelques fruits, voilà, comme celui-là qui a plus de fructose, la carissa par exemple, hein, ou le psyllium qui a plus de fructose que de glucose. Nos fruits cultivés qui seraient terriblement chargés en fructose, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit à peu près la même chose, hein, c'est des ratios moitié-moitié. Voilà, donc on a des ratios similaires. Je ne sais pas si elle a mis... donc je sais de mémoire que le pire à ce niveau-là, c'est la poire qui peut avoir jusqu'à 2/3 de fructose, 1/3 de glucose. Donc on voit que là, elle n'a pas cité la poire, mais on aurait la poire qui dénoterait un petit peu, mais qui serait un petit peu similaire en fait à ce qu'on voit probablement ici chez le psyllium. Hein. Si on fait, il y aurait 57, 42. La poire, ce serait encore un peu plus que ça. Et c'est connu, hein, les poires, c'est les fruits parmi les plus facilement problématiques pour les gens qui ont des troubles digestifs. C'est pas le premier fruit à introduire si vous sortez d'une diète cétogène, typiquement. Parce que votre capacité à absorber le fructose sans le glucose, elle sera très faible. C'est le récepteur GLUT5 qui s'occupe de ça, et il peut être sous-exprimé chez vous. Donc voilà, la poire et même la pomme peuvent être facilement problématiques. Et ça fait penser à Shawn Baker qui avait fait un essai de réintroduction de fruits dans sa diète, mais il avait réintroduit des pommes, quelque chose comme 100 grammes, je crois, de glucides issus des pommes. C'était pas très clair ce qu'il avait fait, mais en fait, il a réintroduit un des fruits les moins digestes sur un système qui était très mal adapté à ça, donc il s'est plaint d'avoir été ballonné. Et évidemment, on est ballonné si on introduit trop de fruits avec un déséquilibre fructose-glucose. On parlera de tout ça peut-être dans d'autres vidéos si j'ai le temps un jour. Et ensuite, on évoque la saisonnalité. Donc, elle nous explique que beaucoup de fruits sauvages, ils ont une période de récolte qui est limitée, mais ça ne veut pas dire que les premiers êtres humains qui étaient dans ces régions, ils avaient accès à des fruits
que durant quelques semaines ou quelques mois par année, parce que justement il y a des fruits qui vont apparaître tout au long de l'année, et il y a même des espèces qui vont porter plusieurs fois par année des fruits. Et en plus, on a certaines espèces de fruits qui sont répandues dans ces régions, fruits sauvages, qui restent comestibles pendant des mois après avoir mûri, d'accord? Et d'autres qui vont naturellement sécher au soleil sur la plante, ce qui va les rendre très faciles en fait à transporter et conserver pour les périodes de disette, en fait. Donc là, elle nous donne quelques exemples, hein, si ça vous intéresse, allez voir tout ça, des exemples issus de ces régions. Et ensuite, elle nous évoque de manière très honnête, en fait, les différences concrètes qu'on peut avoir entre des fruits sauvages et des fruits cultivés comestibles. Elle dit qu'il y a des différences notables, et elle va les citer. On va les passer en revue. Le premier, c'est que le ratio de la pulpe, donc de la partie comestible que l'on va manger sur le fruit, versus toute la partie non comestible, ce ratio il est largement différent entre un fruit sauvage et un fruit cultivé. C'est assez logique parce que les fruits cultivés, ils ont moins besoin de se défendre. Donc ils ont des peaux qui sont moins épaisses, ils ont moins de graines probablement à l'intérieur, ils ont peut-être moins d'écorce, hein. Imaginez, vous voyez ces oranges sauvages, elles ont parfois des très très grosses écorces, donc il y a moins à manger sur le fruit complet, mais la chair en elle-même elle est excellente et très très comestible et très sucrée. Ensuite, une des grosses différences, c'est la teneur en eau. Très souvent, les fruits sauvages sont plus denses caloriquement que les fruits cultivés, et ça, c'est dû au fait qu'ils ont moins d'eau en règle générale. Évidemment, on est dans des régions où il y a potentiellement aussi moins d'eau dans les sols, il n'y a pas d'arrosage, etc. Donc c'est aussi un aspect qui paraît assez logique, c'est-à-dire que l'être humain, il aime les fruits qui sont juteux, et il a sélectionné des fruits qui sont plus hydratés, qui sont plus juteux, qui sont plus agréables à manger. Ensuite, elle parle des cycles de fructification. Elle nous dit que pour les fruits sauvages, les périodes de fructification, elles peuvent être très variables, elles vont être influencées d'une année à l'autre par le climat, par les chutes de pluie, etc., etc. Alors que d'un autre côté, les fruits cultivés, ben, on contrôle ça de manière beaucoup plus étroite, pour des raisons économiques, des raisons pratiques. Donc on a des différences comme ça. Elle nous parle aussi des substances naturelles dangereuses, donc des toxines. Et évidemment, un fruit sauvage peut contenir beaucoup plus de toxines qu'un fruit cultivé. En particulier, comme elle le note, et c'est logique, quand le fruit n'est pas mûr. Parce qu'une plante sauvage, elle ne veut pas que vous mangiez le fruit quand il n'est pas mûr. Donc elle va le défendre. Et elle va le défendre de manière relativement sérieuse. Tandis que nos fruits cultivés, on les a sélectionnés petit à petit. Il y a eu de la domestication et il y a moins de ces substances toxiques dans un fruit qui est peu mûr. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, en tout cas pour nous, mis à part quand il faut ensuite les protéger du coup avec des pesticides de synthèse. Une des autres différences, c'est que le goût de ces fruits sauvages, il peut être très variable, hein. Nous, on a l'habitude d'acheter, si vous achetez des bananes, elles ont quasi toujours le même goût, parce qu'elles sont, on va dire, les milieux de culture, ils sont très contrôlés. Les fruits sauvages, ils vont pousser dans des conditions très différentes du point de vue du sol et d'autres aspects. Et du coup, le même fruit peut, dans des régions différentes, avoir des goûts complètement différents. Et la teneur en micronutriments, elle peut être très variable. On pense souvent que les fruits sauvages ont beaucoup plus de nutriments. C'est possible. Après, elle dit avoir essayé de compiler des données là-dessus et que c'était compliqué. Et qu'en fait, l'image n'était pas autant simple que ça. C'est-à-dire que pour certains nutriments, il y avait évidemment plus de nutriments dans les fruits sauvages, mais ce n'était pas le cas de tous les nutriments. Et finalement, elle nous fait un petit résumé. Et dans ce résumé, il y a quelque chose d'intéressant qu'elle explique et que j'ai expliqué aussi à travers cette vidéo, c'est que les premiers humains, ou les hominidés qui nous ont précédés, ils avaient très probablement accès à des fruits toute l'année, ou quasiment toute l'année. Euh, les saisons de fructification que nous, on connaît dans les climats plus froids, plus tempérés, avec des fruits qui apparaissent seulement en été, ça s'applique pas forcément au milieu évolutionnel de nos ancêtres, hein. Comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, notre espèce et nos prédécesseurs, ils ont évolué beaucoup plus proche de l'équateur que nous, Européens occidentaux ou Nord-Américains, qui avons cette image de nos climats actuels qui sont très saisonniers, avec des hivers qui sont rudes et qui ne permettent pas évidemment la fructification. Donc voilà, on a fait le tour de ce papier ou de cet article de Denise Minger que je vous invite à aller lire si le sujet vous intéresse. Il y a beaucoup d'autres choses que j'ai pas citées. Sinon, on en a pour très long et la vidéo commence déjà à être bien longue. Donc on va avancer. Bien, avant de passer aux deux trois derniers arguments, j'aimerais juste aborder le sujet du miel assez rapidement. On abordera ce sujet plus en détail dans la prochaine vidéo où on parlera des populations primitives qui vivent actuellement ou qui ont vécu il y a peu et qui ont été bien étudiées,
comme les Hadza, les Mbouti et d'autres populations de ce type-là. Et vous verrez que dans ces populations, la consommation de miel, elle est très importante, beaucoup plus importante que ce qu'on pourrait penser. Et c'est pas des populations qui font ou qui pratiquent de l'apiculture. Leur consommation de miel, elle provient uniquement d'abeilles sauvages. Comme on avait vu en début de vidéo, tous les grands singes consomment du miel quand ils le peuvent. Évidemment, c'est plus sporadique que pour l'être humain. Ils ont des techniques beaucoup moins développées. Mais c'est un indice qui pousse les chercheurs sur le sujet à penser que le dernier ancêtre commun que l'on a avec ces singes, il consommait lui aussi du miel. Donc on parle de l'ancêtre commun qu'on avait il y a environ 8 millions d'années. Ensuite, un aspect important qu'il faut comprendre, c'est que les abeilles mellifères, donc qui produisent du miel, elles étaient déjà présentes il y a très très longtemps. En fait, le miel n'est pas quelque chose de nouveau sur Terre. Les abeilles mellifères, elles ont pas attendu en fait que l'être humain arrive pour commencer leur travail et la production de miel. On sait que les abeilles mellifères, elles étaient déjà présentes durant l'Oligocène, c'est une période qui se situe entre moins 34 et moins 23 millions d'années. Donc ça fait au moins plusieurs dizaines de millions d'années qu'il y a du miel sur Terre, et évidemment que les singes, les primates et d'autres espèces peuvent accéder en fait à cette ressource. Et évidemment, comme c'est une ressource très très dense en énergie, ou plutôt en carburant, c'est très probable que des espèces comme les singes aient tenté d'accéder à celle-ci. L'abeille domestique actuelle, donc Apis mellifera, elle est apparue durant le Pléistocène, durant la préhistoire, probablement en Afrique. Ensuite, les abeilles à miel, elles ont vu leur aire de répartition s'étendre et puis se restreindre au gré des périodes interglaciaires, tout comme l'aire de répartition de nombreuses espèces animales et végétales qui s'adaptaient au va-et-vient du froid et du chaud, des variations du climat, et qui ont aussi concerné finalement notre espèce, hein, ou notre lignée, y compris Homo erectus, habilis, etc. C'est intéressant de noter que l'abeille noire, qui est une abeille mellifère particulièrement résistante au climat froid, elle est présente depuis au moins 8000 ans en Europe du Nord. Et dans ces régions, on collecte son miel et on le consomme évidemment depuis le début du néolithique. Alors c'est impossible de savoir plus loin si il y a eu une consommation dans ces régions-là du miel issu de cette abeille-là. Probablement que cette abeille est revenue coloniser l'Europe du Nord lorsque le pic glaciaire est passé et que le climat s'est réchauffé. On sait que les sapiens étaient présents durant le pic glaciaire en Europe, et là c'est probable qu'ils n'avaient pas accès à du miel, mis à part peut-être dans des zones refuges tout au sud du continent, où potentiellement l'abeille a pu peut-être subsister elle aussi, mais là on est vraiment dans le domaine de l'hypothèse. Mais on voit finalement que la zone d'évolution ou de vie de notre lignée, de notre espèce, elle se recoupe assez bien avec celle des abeilles et d'autres espèces qui préfèrent les climats tempérés ou chauds. Hormis dans des cas extrêmes particuliers comme on vient de discuter, c'est-à-dire la fin de la préhistoire en Europe avec le pic glaciaire. Mais ça c'est une situation très particulière et qui représente une toute petite partie de notre évolution. Pour moi, c'est donc assez évident que le miel, il a constitué un aliment de choix pour nos ancêtres lointains durant la majeure partie de notre histoire, parce qu'il était présent dans l'environnement de ceux-ci. Là aussi, exception faite des situations les plus extrêmes, dans des lieux et des époques particulières, ce qui représente une petite minorité de notre histoire. C'est important de le souligner, et je sais que je l'ai répété plusieurs fois durant ce podcast, durant cette vidéo. La situation semi-polaire, extrêmement froide, c'est une toute petite partie de notre histoire, du point de vue génétique, qui nous concerne nous, donc de nos propres ancêtres, desquels on descend. Ça nous concerne, nous, Européens, sur quelques dizaines de milliers d'années, à la toute fin de la préhistoire. Plus que ça, on n'en a aucun indice, aucune preuve, aucune indication. Donc voilà pour le sujet du miel. Je ne veux pas aller dans plus de détails sur les quantités, etc. Vous verrez dans la prochaine vidéo sur ces populations primitives que les quantités de miel consommées peuvent être assez élevées, même énormes dans certains cas, et que ce sont des populations qui, malgré la consommation de ce que certains appellent le vomi d'abeille, ou du pur sucre, hein, diront certains, et c'est vrai que c'est quasiment du pur sucre, eh bien, ces populations n'ont aucun problème de type métabolique, aucun problème de type foie gras, diabète, etc. Et ça, c'est le sujet d'un autre podcast, hein, pourquoi en fait le sucre en soi n'est pas le problème dans ces pathologies. Bien, on a encore quelques arguments à aborder. Un des arguments que j'aimerais aborder, c'est celui selon lequel nous sommes
nous étions tellement en concurrence avec d'autres espèces frugivores que l'accès aux fruits était quasiment impossible en fait. Et pour moi, bon, c'est un argument qui fait vraiment peu de sens, parce que l'être humain, Homo sapiens, et même à l'époque Homo erectus ou Homo habilis, étaient les animaux les plus intelligents de toute la planète en fait, et dans leur écosystème, il n'y avait personne d'autre de plus intelligent qu'eux. Ils étaient déjà suffisamment capables de s'organiser en groupe et d'adopter des stratégies pour s'assurer en fait un accès privilégié aux sources de nourriture qu'ils souhaitaient consommer. Et ça devait pas être difficile pour eux, parce que comme nous descendons fondamentalement de singes qui étaient déjà fortement frugivores, il n'y a pas eu besoin de réinventer l'eau chaude en fait. On a juste eu une amélioration des techniques que l'on avait déjà à l'époque. Et est-ce qu'on avait déjà des techniques à l'époque? Et ben, c'est intéressant de voir que les chimpanzés, par exemple, qui sont pourtant beaucoup moins intelligents qu'Homo sapiens ou même qu'Erectus ou habilis, eux-mêmes développent des stratégies pour accéder aux fruits mûrs avant d'autres espèces. Donc on a cette étude qui nous explique tout ça. Donc je vais citer rapidement ce qui est dit. Donc comment nos proches parents, les chimpanzés, parviennent-ils à se procurer suffisamment de nourriture en période de vache maigre? En étudiant les chimpanzés sauvages du parc national de Taï en Côte d'Ivoire, des chercheurs de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive fournissent un exemple clair de la manière dont les grands singes peuvent acquérir l'énergie supplémentaire nécessaire au maintien d'un cerveau volumineux et coûteux. Ça en revient sur la fameuse théorie des tissus coûteux qu'on abordera plus en détail à l'avenir. Il montre que les chimpanzés construisent leur nid de repos davantage proches des sites de petit déjeuner qui contiennent des fruits, qui sont plus concurrencés par d'autres mangeurs de fruits diurnes que d'autres fruits qui sont moins concurrencés. En outre, les chercheurs ont constaté que les chimpanzés quittaient leur nid plus tôt et souvent dans l'obscurité, malgré la présence de léopards susceptibles de les attaquer, euh, afin d'arriver avant les autres frugivores vers ces fruits mûrs, et tout ça en particulier lorsque les sites de petit déjeuner ils étaient plus éloignés. Donc on voit que les chimpanzés ils ont la capacité d'avancer leur heure de mise en route, de réveil, pour se rendre vers des sites de petit déjeuner qui sont un peu plus loin, afin d'accéder à des fruits mûrs avant les autres. On remarque en passant que les chimpanzés ils font un petit déjeuner, d'accord, ils sont pas sur du jeûne intermittent ou du OMAD. L'étude révèle un mécanisme cognitif par lequel les primates à gros cerveau peuvent amortir les effets de la diminution saisonnière de la disponibilité alimentaire et de l'intensification de la concurrence avec les autres espèces, en se facilitant un accès aux aliments nutritifs avant les autres. Ce mécanisme peut avoir été particulièrement important pour les hominoïdes, nos ancêtres, comme les premiers hommes, qui se spécialisaient dans les aliments stationnaires, riches en énergie et très éphémères, tels que les fruits mûrs, les carcasses de viande abandonnées ou la faune aquatique piégée dans les eaux en recul. Donc vous voyez que j'invente rien, hein, des chercheurs spécialisés dans ces domaines vous expliquent la même chose, à savoir que nos ancêtres, et même nos cousins beaucoup moins développés cognitivement, mettent en place des stratégies qui leur permettent d'accéder avant d'autres animaux à ces fruits. Et évidemment, nos ancêtres devaient avoir des stratégies nettement supérieures à celles des chimpanzés, et vous pouvez bien imaginer qu'en plus de chercher les fruits, ils chassaient. Donc c'est assez probable que les autres frugivores, comme les singes qu'il y avait sur leur territoire, étaient non seulement écartés du territoire pour des raisons de concurrence sur les fruits, mais qu'en plus, s'ils pouvaient les bouffer, ils allaient les manger. Nos ancêtres étaient des chasseurs, donc ils se faisaient de la place dans l'environnement, et probablement qu'il y avait assez peu de place pour les autres frugivores, là où une tribu de sapiens, d'Erectus ou d'Habilis avait établi son territoire. Et finalement, cet argument, il est le même si vous considérez les proies animales. Si nos ancêtres n'avaient pas été capables d'accéder à des fruits mûrs avant les chimpanzés, comment nos ancêtres auraient accédé à des proies avant les lions, les guépards, enfin les smilodons et tout ce qui traînait dans les steppes et les forêts à cette époque-là? Et la réponse, elle est simple. La capacité cognitive et l'organisation de travail en groupe leur permettaient de s'assurer un accès à ces nourritures hautement digestes et riches en énergie et en nutriments. Et il y a d'autres arguments que j'aimerais aborder. L'un d'entre eux, c'est de dire, quand je me promène dans nos forêts en Europe, je trouve presque jamais de fruits, il n'y a pas de quoi se nourrir. Ou il y a un autre argument qu'on peut entendre, je suis allé me promener en forêt équatoriale et j'avais de la peine à me nourrir uniquement de fruits, hein. C'est un peu la vision fruitarienne, donc de gens qui se nourrissent que de fruits. On va répondre un petit peu à ces deux arguments.
Donc tout d'abord le premier, quand vous vous promenez dans des forêts en Europe, vous avez l'impression d'être dans un milieu naturel, hein, parce que vous avez des arbres, vous avez des tonnes d'espèces végétales autour de vous, vous avez l'impression d'être dans un milieu primitif et naturel. Or, vous êtes dans un milieu qui est étroitement et très fortement influencé par la main de l'homme depuis très très longtemps, depuis des milliers d'années, voire encore plus. Les forêts primitives dans le monde, il y en a très très peu, et en Occident, il y en a quasiment plus. Quand vous vous promenez dans nos forêts, vous êtes en fait dans un environnement, un écosystème qui a été façonné par la main de l'homme depuis très longtemps pour subvenir à ses besoins. Et comme on a vu, l'être humain a sélectionné des fruits qu'il a fait pousser dans des territoires définis, qui étaient propices à la pousse de ces arbres fruitiers, qui sont devenus des vergers. Et en contrepartie, les grandes forêts que vous avez sur tout le territoire européen, dans lesquelles vous vous promenez, elles ont été façonnées depuis des milliers d'années dans le but en fait de fournir aux hommes du bois de feu et du bois de charpente ou du bois de construction pour des navires, hein, typiquement en France, ces grandes forêts de chênes qui ont été plantées, sélectionnées et entretenues dans ce but-là. Donc quand vous vous promenez dans nos forêts européennes, vous êtes dans des forêts qui sont sélectionnées pour fournir du bois de charpente ou du bois de feu. Et c'est pas les arbres fruitiers qui ont été sélectionnés pour ça. Moi j'étais forestier bûcheron, donc c'est quelque chose que je connais bien. Ça fait quelques années, peut-être quelques dizaines d'années dans des pays très précurseurs, où on commence à réintroduire une notion de diversité végétale dans les forêts et où on va commencer à favoriser de temps en temps un merisier sauvage, c'est-à-dire un cerisier sauvage ou un pommier sauvage, ce genre de choses. Mais il y a 100 ou 200 ans, ça leur était égal, hein, la diversité. Il y avait un pommier sauvage qui faisait de l'ombre à un petit sapin ou à un chêne. Le pommier sauvage, il était coupé. Hein, les pommiers, la place, c'était dans les vergers où ils allaient les cultiver, ils avaient des belles grosses pommes. Les fruits sauvages dans les forêts, on s'en foutait royalement. Donc quand vous vous promenez dans cet écosystème, vous avez une vision qui est complètement faussée. Si vous pensez dans un milieu qui correspond à celui dans lequel évoluaient nos ancêtres à la préhistoire, vous vous trompez royalement. C'est pas du tout le cas. Donc vous avez cette carte, hein, typiquement, qui recense les forêts primaires d'Europe. Donc il y a des forêts qui n'ont jamais été touchées. On voit qu'elles sont principalement dans le nord du continent, évidemment. Et il y a des forêts qui ont été reprimitisées, je sais pas comment on peut dire, donc qui ne sont plus touchées depuis quelques dizaines, parfois quelques centaines d'années. Mais vous voyez qu'elles sont extrêmement rares. Si vous prenez la France, il y a quelques petits points verts sur la carte. La Suisse, il y a quelques régions, généralement dans des vallons reculés où personne ne s'amuse à aller cultiver quoi que ce soit. Parfois, on les traverse avec un sentier, mais c'est tout ce qu'on fait. Et évidemment, il y a beaucoup plus de forêts dites primaires dans les régions équatoriales où l'être humain a eu un impact beaucoup plus faible. Et pour répondre au deuxième argument, hein, celui du fruitarien qui veut aller se nourrir uniquement de fruits dans une zone de forêt équatoriale, alors souvent c'est des occidentaux, parfois des citadins, parfois des gens de la campagne, qui partent comme ça, avec beaucoup de bonnes intentions, dans des régions complètement différentes des leurs, et qui pensent pouvoir survivre en mangeant uniquement des fruits dans la jungle. Alors évidemment, souvent il y a des grosses déconvenues, et c'est pas étonnant, hein. Déjà l'être humain n'est pas un fruitarien, c'est-à-dire que oui, on mangeait des glucides et des fruits, mais on avait une solide base alimentaire de source animale, donc à mon sens c'est absurde de vouloir entreprendre une sorte de retour à la nature en pensant pouvoir se nourrir uniquement de fruits. C'est pas du tout l'idée. Après, un autre aspect qui est essentiel quand ces gens vous racontent leurs expériences, c'est de comprendre qu'ils avaient une absence dramatique de connaissance de ce milieu. Donc quand on est un occidental et qu'on débarque dans une forêt d'Amérique du Sud, on ne connaît pas du tout son environnement. Hein. Nos ancêtres préhistoriques, ils connaissaient leur environnement comme leur poche. Ils n'avaient pas de jeux vidéo, de télévision, de téléphone portable sur lequel ils allaient passer leur journée. Toute leur vie consistait à acquérir de la ressource, à défendre leur territoire, à connaître leur territoire. Ils observaient les espèces végétales, animales, ils connaissaient ça. À mon avis, j'étais pas là, mais ça paraît extrêmement logique. Ils devaient connaître ça sur les doigts de la main. Et c'est-à-dire que ils étaient capables de repérer des arbres fruitiers à distance, et même ils savaient où se trouvaient ces arbres fruitiers, ils savaient à quelle période ces arbres fruitiers ils allaient fructifier. Ils n'étaient pas en train de chercher une aiguille dans une botte de foin, d'accord? C'était pas le champignonneur sans expérience qui se pointe dans une forêt pour la première fois de sa vie et qui cherche des champignons. Ils connaissaient leur environnement, ils savaient où et quand chercher des fruits. Ils étaient du coup beaucoup plus efficaces. Et moi, je peux vous attester, avec le peu d'expérience que j'ai de mon côté, vu que j'étais forestier bûcheron, si je me promène dans une forêt,
je peux repérer à distance un cerisier sauvage, juste à la couleur de son tronc, à la structure de son écorce. Si je suis sur le versant opposé à telle ou telle période, je sais que les cerisiers sauvages ils vont fructifier à tel ou tel moment. Si j'ai pris note quelques mois avant, pendant qu'il y avait la floraison, j'ai pu repérer les lieux où il y avait des cerisiers sauvages, et je sais qu'un mois ou deux après, j'aurai des fruits mûrs à cet endroit-là. Mais quand vous avez aucune expérience du milieu naturel, forcément vous avez l'impression que vous tournez en rond et que vous trouvez rien, c'est logique. Et dans une discussion que j'ai eue avec quelqu'un qui avait fait ça, il m'a rapporté que, en fait, quand il a fait ça, c'était trop dur, et puis finalement ils ont été accueillis sur des terres qui étaient semi-sauvages, et en fait c'était des vergers semi-sauvages. Et là, du coup, il y avait plein de fruits. Mais il faut comprendre que ces vergers semi-sauvages, ils n'ont pas été mis là pour rien, en fait. Les êtres humains, quand ils sont arrivés sur cette zone, ils ont compris que dans ce secteur-là, c'était propice aux arbres fruitiers. Ils ont commencé à sélectionner les arbres fruitiers en coupant les autres. Ils ont fait de la sylviculture basique, primaire. Et du coup, c'est devenu des vergers semi-sauvages dans des zones où naturellement il y avait plus d'arbres fruitiers. Donc si vous cherchez des fruits hors de ces zones-là, ça va être compliqué d'en trouver. Il ne faut pas être étonné du coup d'en trouver dans ces zones-là. Il ne faut pas être étonné du coup que ces propriétés ou que ces zones-là, elles sont revendiquées par des êtres humains. Forcément, c'est une source de nourriture, c'est chez eux. Hein, ils sont là depuis des générations et des générations. Par contre, si vous allez chercher sur le mauvais versant vos arbres fruitiers alors que c'est une zone qui est propice à d'autres espèces d'arbres, bah forcément vous allez crever de faim. Et puis l'autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est que les grands singes frugivores, eux, ils survivent dans ces régions. Et ils mangent quasiment que des fruits. Hein. Les chimpanzés, les gorilles, tout ça, leur alimentation, c'est quasi essentiellement des fruits sucrés sauvages. Et ils en mangent des kilos et des kilos chaque jour de l'année. Hein. Alors bien sûr, leur population, ils sont pas des millions, ils sont quelques dizaines de milliers, ces espèces de singes répartis dans ces grandes forêts équatoriales. Mais si vous reprenez un petit peu ce qu'on avait discuté par rapport à la présence des hommes ou de nos ancêtres durant la préhistoire, on n'était pas des millions non plus. Ok, on était quelques dizaines, quelques centaines de milliers, et on se répartissait le territoire et on trouvait à manger. Mais globalement, il faut comprendre que si l'être humain il a cette attirance pour les fruits, le goût du sucre, c'est pas pour rien, d'accord. Et si on a cette attirance, il faut comprendre que nos ancêtres, ils n'allaient pas passer à côté de fruits mûrs sucrés en les regardant puis en se disant ouais non c'est mauvais, ça va faire monter ma glycémie, et puis je vais avoir le foie gras, quoi. En plus, bon, c'est tout ça, on abordera dans d'autres sujets, c'est assez, voilà, c'est des lectures qui sont erronées à mon sens des travaux sur le sujet. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Comme la vidéo est longue, on va gentiment couper ici, je vais résumer un petit peu ce qu'on a vu, vous faire une petite conclusion là-dessus. J'avais envie d'aborder déjà dans cette vidéo le cas de l'Europe à l'époque glaciaire, donc la présence de glucides dans cette petite partie de notre histoire. J'avais envie d'aborder la diète des Inuits, des Hadza, des Maasai, hein, parce qu'on en parle souvent, c'est des populations primitives soit qui vivent encore aujourd'hui, soit qui vivaient encore de manière traditionnelle il y a quelques décennies, et donc qui ont été étudiées. Et c'est assez intéressant de voir comment ces populations elles évoluaient dans les différents milieux, ça nous donne quand même beaucoup d'indications. Et vous verrez que aucune de ces populations ne suit une diète qui a une teneur en glucides qui est proche de zéro, et même les Inuits. Les Inuits consomment beaucoup plus de glucides que vous pensez, non pas des glucides d'origine végétale, ça peut leur arriver, hein, comme on le verra, mais c'est très rare. Par contre, vous verrez qu'ils peuvent consommer des quantités importantes de glucides d'origine animale. Et tout ça, ce sera le sujet la prochaine fois. Donc, si je résume, on avait vu au début que nos ancêtres évoluaient dans trois contextes. Le contexte majoritaire dans notre évolution, c'était la présence dans des environnements qui étaient tropicaux, équatoriaux ou proches de l'équateur, avec peu de saisons, c'est-à-dire avec un climat relativement chaud. Et dans cet environnement-là, on se rend compte, au vu de tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, que l'accès à des glucides sous forme de fruits, en tous les cas, on n'a même pas abordé l'aspect miel, l'aspect qu'on abordera plus tard aussi, on n'a même pas abordé l'aspect des tubercules ou du glycogène qu'on va trouver chez certains animaux et des fruits de mer. On se rend compte que dans ce contexte-là, l'accès aux glucides, il était annuel, c'est-à-dire que vous en aviez tout le temps dans l'environnement, c'était très rare de ne pas avoir accès à des glucides, et du coup, durant la majorité de notre évolution, nos ancêtres ont évolué en consommant des diètes qui contenaient des glucides, et probablement des quantités parfois importantes de glucides, probablement au minimum des diètes low carb, mais probablement des diètes qui étaient beaucoup plus équilibrées que ça, donc avec des teneurs de 30, 40, 50, 60% peut-être de glucides dans certains cas, d'accord. Ensuite, on avait le cas minoritaire mais assez significatif de la présence de nos ancêtres dans des zones
un petit peu plus éloignés de l'équateur, où il y avait déjà peut-être un petit peu des saisons qui commençaient à être un peu marquées, un petit peu ce qu'on peut trouver maintenant dans le nord de l'Afrique, ou des choses comme ça, ou des régions comme ça plutôt. Et là, évidemment, l'accès aux glucides, il pouvait être un petit peu moins constant, ou en tout cas, il y avait probablement des saisons où les glucides étaient moins présents, mais ils étaient quand même présents à mon avis. Et en plus de ça, nos ancêtres avaient une capacité cognitive suffisante pour sécher des fruits, ou pour les conserver d'une manière ou d'une autre, ou pour stocker du miel, ou des choses comme ça, pour affronter ces moments de disette si c'était nécessaire. Et finalement, on avait ce troisième contexte qui représente une toute petite partie de notre évolution et qui concerne même pas toute l'humanité, mais qui nous concerne nous, Européens par exemple, c'est-à-dire la présence à la toute fin de la préhistoire en Europe, dans des conditions très froides, quasiment polaires. C'était quand même pas du polaire parce qu'ils se sont repliés dans des zones dites refuges, hein, dans les zones les plus chaudes du continent, qui étaient quand même vachement froides. Donc là, il y avait évidemment des saisons très difficiles, et on abordera tout ça en détail. On regardera comment ça se passe chez les Inuits ou chez d'autres populations qui vivent aujourd'hui dans le Grand Nord, dans des conditions qui peuvent ressembler à ce que vivaient nos ancêtres à ce moment-là. Et vous verrez là aussi que la diète de ces peuples, elle est pas avec des teneurs de 0 ou 10 grammes de glucides par jour. Hein, ça peut se monter facilement à plusieurs dizaines de grammes par jour, et donc on est sur des diètes probablement qui étaient low carb la plupart du temps. Il pouvait y avoir évidemment des périodes où les glucides étaient beaucoup plus rares et où tout d'un coup on devait survivre en cétose. Euh, mais il y avait aussi en contrepartie des périodes où tout d'un coup on avait un accès un peu plus important à des glucides. Donc tout ça pour dire que ces arguments qui consistent à dire que les fruits sauvages à la préhistoire, ils étaient quasiment absents ou ils étaient beaucoup plus petits, il n'y avait pas de sucre, tout ça, ça ne tient pas la route, ça n'est pas du tout ce que nous montrent les scientifiques qui recherchent ce sujet de manière... Enfin, c'est leur boulot, quoi. C'est leur boulot, et évidemment, nous, nutritionnistes, médecins, etc., c'est pas notre domaine. Donc il faut aller lire et écouter ce que nous disent ces gens. C'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui. Après, évidemment, vous avez peut-être, vous, d'autres études sous la main. Moi, j'ai essayé d'aborder le sujet de la manière la plus large possible. Si vous trouvez autre chose de pertinent, n'hésitez pas à amener ces éléments. Euh, mais on ne peut pas simplement se baser sur ce qu'on a envie de croire vrai dans ce contexte. Parce que l'image de l'homme sur la banquise qui suce des glaçons et qui est obligé de manger que du mammouth pendant 3 millions d'années, elle est complètement ridicule. D'accord? C'est pas du tout ce que nous montre l'histoire finalement. Et on voit aussi, c'est un aspect très important, que le milieu naturel sauvage aujourd'hui contient quasiment à coup sûr beaucoup moins de fruits sucrés et de grosse taille que le milieu naturel sauvage dans lequel évoluaient nos ancêtres durant la préhistoire ou avant la préhistoire. Et ça, c'est un aspect extrêmement important que je ne connaissais pas avant de faire toutes ces recherches, et je pense que c'est quelque chose qu'on sous-estime assez largement. Donc je vais stopper là. Pour moi, c'était une vidéo importante parce que c'est des arguments qu'on entend très fréquemment. En fait, dès qu'on commence à discuter de la place ou non de glucides dans notre alimentation, même si on a des arguments physiologiques, solides, etc., tout ce qu'on va nous dire à la fin, c'est oui, mais comment tu expliques que on n'avait pas de glucides durant la préhistoire? C'est l'argument magique, comme je disais au début, qui nous sert tout le temps. Et pour moi, au vu de mes recherches, et c'est mon avis actuel, cet argument, il n'est pas du tout valide. Et l'argument évolutionniste derrière la diète cétogène, il ne tient pas la route. Et la diète cétogène, elle peut avoir des vertus, c'est un autre sujet. L'idée aujourd'hui, c'est pas de dire que la diète cétogène, elle n'a pas d'effet bénéfique pour qui que ce soit, c'est pas du tout le cas. Par contre, il faut amener d'autres arguments que l'argument évolutionniste, parce que l'argument évolutionniste, je suis désolé, mais il tient pas la route. Il faut passer à autre chose. Merci d'avoir écouté tout ça, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à partager la vidéo si ça vous a plu, et puis on se retrouve prochainement, dès que j'ai le temps de faire la suite, on parlera des Inuits, des Maasai, des Hadza, etc. Et vous allez être très étonné de voir la teneur en glucides que peut contenir la diète de ces populations, et vous comprendrez que là aussi, quand on les utilise comme argument pour défendre du cétogène ou du low carb, c'est, en tout cas pour le cétogène, c'est très limite, ou peu pertinent. A tout bientôt, ciao ciao, à bientôt.